On est bien. On est bien, tout va bien. Merci de ton accueil, Catherine Testa, bonjour. Bonjour, merci d'être venue. Alors, normalement, la première question que je pose, qui est très déstabilisante, c'est qui es-tu? Puis après, je te laisse te débrouiller. Mais, j'avais deux choses à dire. Alors la première, il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer quand je suis arrivé, parce que ça c'était exceptionnel. Je te laisse te raconter du coup. Ah non, dis-moi plus. Bah là, je suis auteur. C'est pas ça, qui suis-je, hein. Je réponds pas à ta question, mais effectivement, je suis auteur et tout d'un coup, on vient de recevoir des livres. Il m'a vu déballer des livres. Et en déballant des livres, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas, je sais pas, je comprends pas ce qui a marqué. En fait, visiblement, mon livre vient d'être traduit en arabe. Voilà. Surprise de la maison d'édition. Ah, c'est bien, je trouve. Donc, ça va essaimer. Salam alaikum à tous nos auditeurs qui parlent arabe. Voilà. Et qui le lisent aussi. Bah, bonne lecture. Et donc, il y a les deux autres bouquins. Mais alors, avant, petite anecdote personnelle, pour ceux qui me connaissent aussi. En juillet dernier, j'avais cherché à monter une entreprise, parce que depuis longtemps, je cherche à monter une entreprise, et à chaque fois que tu veux monter une entreprise, il faut forcément te poser la question de quels sont les problèmes massifs en ce bas monde à résoudre. Et j'étais arrivé à la conclusion que n'étant pas ingénieur et n'étant pas des millions d'euros n'ayant pas des millions d'euros pour disrupter une industrie, j'allais pas être le prochain Elon Musk, mais en revanche, un truc sur lequel je pouvais travailler, c'était le fait de lutter contre le pessimisme et la négativité. Et donc finalement, j'avais pas poursuivi ce truc-là, mais j'avais appelé l'idée le média Positified. Donc j'ai lâché le truc. Néanmoins, je suis hyper content. Et après, je te remercie pour le travail que tu fais, parce qu'en plus, ça cartonne. Apparemment, tu vas nous en dire plus sur ton parcours et sur ta réussite. Mais le fait que des gens prennent l'initiative d'aller embrasser l'optimisme et de donc lutter contre le pessimisme, c'est bien d'avoir une approche plus positive que confrontale. Donc merci pour ton taf. Bah, merci, c'est grâce à ceux qui le lisent en fait, hein, que ça donne un sens. C'est grâce à vous, public. Exactement. Maintenant, je peux te poser la question gênante. Qui es-tu? Ah bah écoute, tu sais, pendant longtemps, je me suis dit que j'étais la héroïne d'une pièce de théâtre, mais la pièce de théâtre c'était ma vie en fait, qui était une succession de chapitres, d'actes et de scènes. Puis je me suis dit qu'en fait j'étais une sorte de mélodie. Tu sais, je voyais ma vie comme une sorte de mélodie avec des temps rapides, des temps lents, tu vois, des silences, parce que le silence dans la mélodie est vachement, ça te parle, tu vois, forcément ça te parle. La musique, bon. Non, un jour peut-être, je crois. Vaguement, tu vois. Ouais. Donc voilà, je me suis dit en fait que la vie était une mélodie. Puis à un moment donné, en fait, aujourd'hui, je pense que je suis juste quelqu'un qui est en train de faire un pulse géant, le pulse de sa vie, tu vois. Je sais pas trop à quoi il va ressembler à la fin, mais pour le qui suis-je, moi, j'ai quelqu'un qui expérimente des choses et qui vit des émotions. Je saurais pas dire beaucoup plus de choses. Et on va trouver déjà. Non, mais ça fait du bien en ces jours de voir, enfin à l'époque de Twitter en gros, de voir quelqu'un qui est pétillant, qui est optimiste et qui s'y tient. Ouais. Donc, parce que écrire un bouquin c'est une chose, mais l'écrire, le défendre et en sortir un deuxième plusieurs années plus tard et continuer, bon, faut le faire. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de très commun en France, je trouve. Même dans le développement, ce qu'on pourrait cataloguer comme du développement personnel, ce que je fais par exemple, c'est pas quelque chose d'aussi affirmé comme étant quelque chose de pétillant et optimiste à défaut. Il risque de se répéter. Exactement. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, bah voilà, moi je suis pas ingénieur, j'avais pas quelques millions à foutre sur la table pour monter une entreprise dont je cherchais. Bah tu vois, moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais en fait, on a toujours la crainte d'être trop petit pour faire quelque chose. Tu vois, et puis moi, de temps en temps, je suis un peu frustrée. Je me dis, mais moi, je voudrais avoir 10 millions. Si j'ai 10 millions, mais on fait plein de choses, tu vois. Attends. Parce que depuis juillet dernier, tout. Oui, bien sûr, t'as quelques dizaines de millions à donner. Mais bon. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que, tu sais, dès que tu fais un petit pas, finalement, tu sais... moi, je suis tout sauf une entrepreneuse. Je dis souvent aux gens, mais moi, je suis la pire entrepreneuse du monde. Moi, j'ai des idées, je suis curieuse, j'ai toujours envie de changer d'un sujet à l'autre. Pourquoi ça te ferait de toi la pire entrepreneuse du monde? Parce qu'une entrepreneuse, souvent, on te demande, bah, c'est quoi ton business plan? Parce que les systèmes sont comme ça, c'est quoi ton business plan à 3, 5, 10 ans, et tu veux scaler, et c'est quoi ta stratégie, etc., etc. Et comme moi, je crois profondément dans la vie, en fait, je crois dans cette capacité qu'on a de pivoter. Et du coup, je veux pas figer à 3, 5, 10 ans ce que je veux que ce soit. Je veux que ce soit
ce que ça deviendra. Tu vois, le Pulse, il se co-construit aussi, ma fameuse histoire de Pulse. Et notre projet qu'on est en train de faire aujourd'hui, il se co-construit aussi. Et il a commencé avec que dalle. Tu vois, il a commencé, moi, à l'époque, je rentrais des États-Unis, je vivais à Barcelone. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un média. J'étais taré, tu vois. Enfin, comme cette idée, tu te dis, mais attends, alors, les médias se cassent la gueule. En plus, j'ai aucun réseau. Moi, en plus, tous mes réseaux, ils étaient ricains ou d'ailleurs, donc je connaissais personne. J'avais quelques compétences, effectivement, mais, je veux dire, c'était une hérésie de penser ça. Et puis de se dire, bah, ça va marcher. C'était quand? 2016, à peu près. Je crois qu'on a commencé 2016. Moi, cette idée, elle me taraudait depuis 2012, en fait. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup vécu aux États-Unis. Et à chaque fois, tu sais, quand tu vis à l'étranger, t'as envie de chercher ce qui va bien en France. Et de l'étranger, tu me disais, mais tout ce que je voyais, c'était de l'information anxiogène. Tu vois, des gens qui disaient, qui mettaient en avant tout ce qui n'allait pas. Et je me disais, mais pour moi, c'était pas ça, la France. Tu vois, les gens que je rencontrais, ils étaient vachement sympas. Enfin, mes potes, ils s'engageaient. Donc, je me disais, c'était bizarre. Il y avait une sorte de mise en lumière des faits divers. Et tu sais, quand tu regardes quand tu regardes de l'extérieur, c'était foudrage, il a coupé la jambe de sa femme dans le Larzac, écrasé par une meule de foin. Je les ai eus, je suis normande, alors j'ai regardé ce truc. Tu vois, et je me disais, mais c'est du fait divers qui est mis en avant. Et après, j'ai compris, c'est que le fait divers, ça joue sur nos émotions. On va cliquer dessus. On est tous un bravoyeur, alors on va cliquer dessus. Mais le problème, c'est qu'on oublie que plus on clique dessus, plus on nous en propose. Tu vois, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. C'est ni la faute de nous, enfin, c'est la faute commune, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de mettre en avant ceux qui s'engageaient. Parce que moi, j'en avais besoin. Parce que, ayant travaillé dans le développement durable et dans le digital, la réalité, elle est là. Je savais le pire, en fait. C'est-à-dire que je savais tous les enjeux développement durable à un moment donné où personne n'en parlait du développement durable. C'était en 2007, tout le monde s'en foutait du développement durable. Puis après, le digital, je me suis dit, on peut faire n'importe quoi. Et avec ces deux grandes révolutions que j'avais vraiment étudiées, parce que ça avait été mes métiers, je me suis dit qu'en fait, la seule chose qui allait sauver notre société, c'était de recréer de l'empathie entre les gens. Bravo. Et du coup, de remontrer la beauté de quelqu'un qui fait quelque chose de positif, en fait, et d'apprendre à l'autre à se connaître et à se valoriser. Et puis, on n'est jamais trop petit pour faire quelque chose. De temps en temps, c'est un ado, de temps en temps, c'est une personne un peu plus âgée, de temps en temps, c'est un musicien, de temps en temps, c'est une nana qui gigote un peu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et chacun apporte sa sorte de pierre à l'édifice, et je trouve que c'est, ça, remettre en lumière la beauté de la société que de faire ça. Et pour moi, c'était un outil de survie. Sinon, je me disais que j'étais schizophrène, je vendais... Tu perdais foi. Je perdais littéralement foi, parce que quand t'as lu les rapports du GIEC juste après le Grenelle de l'environnement, vraiment, personne ne comprenait qu'en fait, le développement durable, je suis pas spécialement catastrophiste ou quoi que ce soit, c'était juste que je me disais, mais personne ne comprend que c'est quelque chose de global. C'est pas juste un directeur du développement durable d'un grand groupe qui doit en prendre cas, en fait. Et puis à côté de ça, quand t'as bossé dans la data, ce que j'ai fait après le développement durable, parce que je voulais comprendre la société, tu sais que tu peux pousser n'importe quel produit à n'importe qui. Tu sais que tu peux vendre 1 million de tasses en créant des faux besoins à des gens et en jouant sur qui ils sont, etc., etc. Et là, je me disais, je devenais à moitié schizophrène, tu vois, en me disant, faut sauver la planète, ou du moins faire mieux, en fait, hein. Et derrière, consommer, soyez optimiste, la France est optimiste quand elle consomme. Et ce mot optimiste, pour moi, il m'allait pas. Tu vois, c'était pas ça pour moi, l'optimisme. L'optimisme, c'est la création d'une société un peu plus chouette. Et ça passe par toi, qui t'engage dans différents domaines, hein, du dev perso à la musique, qui crée des émotions positives. Ça passe par le mec qui monte une asso pour l'éducation des enfants. Ça passe par la personne âgée qui met en place des paniers bio dans son quartier. Et tout le monde est acteur, en fait. Il y a beaucoup de points assez précieux sur lesquels j'aimerais rebondir. Oula. Premier truc auquel je pense, tu dis, tu souhaites aller à contre-courant de ce besoin compulsif d'avoir un business plan à 3, 5, 10 ans. Néanmoins, t'as les pieds sur terre, t'as un certain bagage professionnel, donc tu connais la réalité du terrain, tu sais vendre des choses, tu sais parler le langage des entreprises, dont on en parlera plus loin, dont tu décris les excès, les dérives, et est-ce qu'il y a tout de même, selon toi, quelques points clés, quelques attributs clés, quelques compétences à nourrir, entretenir pour, même si on est intuitif et foufou et spontané et qu'on improvise,
pas trop se casser la gueule non plus, être capable de s'adapter. Ouais. Il y a une réalité, tu vois, moi souvent je parle de Duc qui parle souvent qu'il y a des différents flux aujourd'hui. Duc, je te mettrai la référence au-dessous. Il dit, tu vois, t'as des flux matériels, le troc et le flux financier, t'as d'autres flux qui sont l'émotion, la connaissance, par exemple. Et tu vois, moi, mon entreprise, j'ai structuré autour de différents flux. En me disant, bah voilà, je pense qu'il y a un flux dont on n'a pas le choix pour faire tourner une boîte, c'est d'avoir du pognon. C'est triste à dire, mais dans notre société actuelle, si t'as pas de pognon, tu ne fais rien. Tu peux pas troquer des tasses toute la journée. Tu peux pas troquer des tasses toute la journée, et t'as beau avoir envie de troquer ta connaissance, aujourd'hui, bah moi je paye pas mes salariés en leur faisant des câlins. Tu vois, en disant, bah, tu sais, le flux d'émotion, quoi. Du coup, il y a quelque chose dont il faut être très duquel il faut être très très vigilant, parce que j'ai vu moi beaucoup de copains se casser la gueule à cause de ça, c'est d'avoir quelque chose à vendre. Parce que le flux financier, franchement, moi ça m'intéresse pas, mais une seconde, hein, je veux dire, vraiment c'est pas du tout ma cam, ça me saoule, faut être clair. Par contre, si t'as pas ce flux financier, toute ton entreprise s'effondre. Donc en fait, le flux financier, c'est tellement pas idéaliste et c'est tellement à contre-courant de ma conviction. Par contre, si tu l'as pas, bah ça marche pas. Du coup, il faut avoir cette capacité à vendre quelque chose et à sortir de cette zone d'imposteur. Parce que quand tu te lances dans un projet, bah, tu le fais généralement, outre j'ai cherché à faire un business, à scaler et à le revendre. Donc tu sais, c'est ceux qui sont très très forts pour lancer des business, pour revendre des boîtes, parce que leur seul intérêt dans la vie c'est de faire du pognon, quoi. Outre cela, tous ceux qui y vont par passion, c'est très dur de dire je vais monétiser ma passion. Enfin, j'imagine que t'as dû le faire, tu vois, à un moment donné. Et toi, vu que c'est ta passion, t'as envie de la donner à tout le monde. Ça t'embête presque, finalement, de monétiser la chose. Par contre, en fait, le flux financier étant, ce qui domine notre société aujourd'hui, on n'a pas le choix que de dire, voilà, c'est ma passion. Par contre, en échange de mon savoir, ma connaissance, il me faut un petit plus d'argent parce que, ça va faire tourner, ça va me faire vivre, ça va faire vivre mes salariés, ça va payer des locaux, etc., etc. Et ça permet de dire, il y a différents flux, ça te permet aussi de sortir de ce truc, on n'est pas à l'aise, souvent en France, avec l'argent. Hein. On est beaucoup moins à l'aise avec l'argent. Là, j'allais te poser la question, typiquement, puisque tu as vécu travailler aux États-Unis, et on est d'accord que c'est un des points sans doute clés. Je sais pas pour quelle proportion de la population, en fait, parce qu'on a vite tendance à dire, en France, l'argent c'est ça, en France on n'aime pas l'argent, et par extension derrière, là, en France on n'aime pas les riches, mais de ce que tu as vu sur le terrain, est-ce que c'est un truc, typiquement, si tu vas en province, tu vas tomber quand même sur plein d'artisans, c'est pas forcément des métiers du tertiaire, et un artisan, il faut bien, il a sa petite entreprise, il faut bien qu'il paye, donc pour lui c'est plus... En fait, aujourd'hui, t'as des métiers où ça te paraît normal, c'est-à-dire que tu vois, t'irais pas acheter ta baguette et demander à ton boulanger de te la faire gratos. Oui. Par contre, tu vas facilement aller voir quelqu'un en disant, est-ce que vous pouvez, tu vois, toi qui fais des coachings et des choses comme ça, est-ce que tu peux me faire ça gratos? Tu vois, c'est curieux, hein, mais notre société, elle a un peu du mal à comprendre le service, vu qu'on se dit, il me donne que du temps, finalement. Ouais, mais le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Le temps, finalement, autant les baguettes de pain, tu peux les en dupliquer, en refaire, le temps que tu donnes à quelqu'un, tu sais pas le créer. Donc, tu vois, moi, je suis un peu sortie de ce truc-là, parce que sinon, pendant les 2 premières années, j'ai fait tout gratuit, hein. Parce que c'était ma passion. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oulala, ça monte. Il va falloir qu'on soit solide, et il va falloir qu'on arrive à businesser quelque chose quelque part, même si c'était pas du tout ma volonté, ma velléité au démarrage, en fait. Qu'est-ce qui t'a permis de franchir le cap? Est-ce qu'il y a eu un élément, quelqu'un a payé? Alors, dit, il faut que je demande de l'argent. Non, le fait de comprendre que sinon j'allais avoir moins d'impact. C'est-à-dire que, moi je suis quelqu'un, effectivement, relativement facilement embauchable aujourd'hui, de par mes réseaux, couillons. Je suis quelqu'un de la Normandie, je suis sûre que à horizon X années, je finirai par aller cultiver mes carottes en Normandie. Tu vois, j'en suis quasiment certaine de ça. Après, c'est à horizon 10, 15, 20 ans, peu importe. Et je sais très bien que tu me mets dans à peu près n'importe où, bonne composition, j'ai toujours trouvé un truc passionnant à faire dans le pire des jobs. Sauf la photocopieuse. Oh, je suis sûre que je peux m'amuser avec la photocopieuse. On a blague autour de ça. de joke. Mais tu vois, en fait, le truc, mais je me suis dit que ça aurait moins d'impact, que ça aurait moins d'intérêt. Et c'est quand on porte une cause, une mission, à un moment donné, il faut aller se dire comment je vais avoir le plus d'impact. Et tu vas avoir le plus d'impact si t'es aussi solide financièrement parlant, sinon tu t'épuises toi-même en fait.
Tu vois, tu te dis, si tu commences toi à être en zone de danger parce que t'arrives pas à payer tes factures perso, parce que niveau pro t'as peur de réussir à pas payer tes collègues, enfin tes équipes, t'es en zone de stress, du coup tu peux plus te donner, tu peux plus avoir le véritable impact. Et j'ai compris en fait aussi que le pognon était juste un flux. Le but c'est pas d'avoir du pognon. C'est exactement. Et du coup ça t'enlève tout un tas de casquettes et de dire il y a pas que ce flux là, il y en a tout un tas d'autres. Ça permet de faire un peu la paix avec cette histoire d'argent, etc. Après c'est pas mon sujet, et si on n'a même pas de commerciaux dans notre entreprise. Si on avait un commercial, je pense que tu es une excellente commerciale toi aussi, tu es l'image de l'entreprise. En fait je porte une cause. Du coup, moi on m'entend. Je veux dire, moi, tu sais, t'as des talents dans la vie. Par exemple, on m'a pas donné le GPS à la naissance. Tu sais, c'est comme une voiture, tu sais, t'as des gens qui ont le GPS, ils sont intégrés, ils savent forcément dans quelle direction aller. Moi, j'ai pas eu le GPS, tu vois. Par contre, j'ai eu l'audio. Tu vois, j'ai la radio, en fait, dans la voiture. Et du coup, ça, je sais faire. Et je sais porter une cause. J'ai aussi... pourquoi on m'a écouté, c'est parce que quand je bossais dans le développement durable, tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout. Quand j'ai bossé dans le digital, on m'a dit, non mais attends, pourquoi... Digital, c'était quand ? Après, vers 2012 à peu près. Donc j'ai fait 2007. T'entendais déjà. Ah non, peut-être que en fait, Big Data était quelque chose de tout récent. C'était très très récent, mais au-delà de ça, t'avais encore des entreprises, par exemple du luxe, qui disaient bah non, nous on va pas vendre online. C'est antinomique avec la notion même de luxe. Tout le monde peut se l'acheter. Alors évidemment après donc c'est passé à d'autres trucs, mais tu vois, enfin je veux dire on en était encore là quand même, hein. C'est passé très vite. C'est hyper 2012, vite en fait. ça semblerait c'est récent, mais en fait il s'est passé tellement de choses. C'est hyper récent en fait, tu vois. Je sais même pas si le mot big data on en parlait vraiment, si tout le monde en parlait. On commençait à se dire qu'il allait falloir faire des tableaux avec la donnée, mais on n'était pas capable de l'analyser, de la croiser et de encore mieux manipuler les gens. Parce que la réalité, c'est ça, hein. Je veux dire, ta donnée, elle manipule les gens, hein. Enfin, oui, bien sûr. J'ai peut-être pas le droit de le dire trop, mais bon, c'est le cas. Et... tu sais, souvent, ce sont des données pour activer des leviers psychologiques. Ça, il s'agit pas de devenir complètement cynique, mais pas être naïf non plus. Non. J'ai supprimé mon compte Facebook il y a 2 jours, donc voilà, pour marquer ma rébellion. Bon, j'ai toujours un compte Instagram et WhatsApp, donc je suis un hypocrite, mais c'est un début. En fait, le truc, c'est que moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, tu vois, pendant très longtemps, moi, je suis une influenceuse sur LinkedIn, ça fait 3 ans. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais, par exemple, LinkedIn, c'était que des costards cravates. Tu vois, je me disais, enfin, je veux dire, tout le monde devenait directeur de quelque chose, quand bien même que dalle, hein. Et je me disais, c'était vraiment le culte de l'ego, etc., etc. Ah, c'est quoi le titre? Parmi les buzzwords, quel est le titre le plus insupportable et le plus récurrent que t'aies eu? Je suis curieux. Le qualificatif, l'adjectif, tu sais, alors, il y en a pas un, par contre, moi, je me suis longtemps, pardon, la porte s'ouvre toute seule. Il y en a pas un, mais il y a un jeu sur lequel nous on a joué, hein, même pour l'équipe ici, qui s'appelle générateur de bullshit job. En fait, et du coup ça te met tu tapes, hein, faudrait que je te donne le lien après, comme ça tu mettras sur la vidéo. En fait, tu vois, tu deviens International Communication Coordinator. Ça, tout à l'heure tu demandais à Alexia son job, elle te dit qu'elle est responsable marketing et communication. À un moment donné, on s'était amusé à mettre Global International Marketing. En fait, et du coup, ça te met 3 mots à la con, les uns à la suite des autres, et ça te fait des vrais jobs. Mais ça veut rien dire, tu sais, c'est International Strategist Advisor. Tu es un. Mais tu vois, c'est toujours en anglais en plus. C'est toujours, le truc tourne en anglais, mais c'est fallait que ça arrive. Ça fait vachement mieux de mettre les trucs en anglais, quoi. Donc, de toute façon, c'est bullshit. Enfin, disons ce qui est. Et puis aujourd'hui, tu vois, tu posais la question qui es-tu? Tout le monde te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais c'est pas une bonne question. C'est pour ça que je pose cette question. Exactement. Mais elle force aussi, elle permet de jauger son interlocuteur dans la mesure où tu vois un peu la créativité. Et l'aisance, c'est là souvent quand tu poses cette question, tu vois quelqu'un qui va se prostrer, dire moi je suis personne. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir une bonne réponse, même toute faite, préparée à cette question, pour moi c'est quelque chose d'important. C'est pas obligé d'être un speech commercial à chaque fois, mais ça montre que t'as fait ce minimum de travail sur toi, y compris dans l'autodérision. Tu peux dire qui es-tu? Je suis un connard. Voilà, par exemple. C'est vrai, pourquoi pas? Je dis pas que c'est le truc à répondre, mais je suis quelqu'un qui fait un pulse. Aujourd'hui, oui, par exemple. Dans 3 ans, ce sera peut-être autre chose, mais voilà.
T'as raison, mais c'est une super question parce que aujourd'hui on est dans une société où on se définit par rapport à notre travail et on a foutu des échelles en disant bah ça c'est bien comme job, dans la sociétalement parlant c'est bien vu et puis ça c'est mal vu. Enfin, à quel moment on a oublié que ton système, ta grande tour de la défense, elle est dysfonctionnelle quand le mec des poubelles n'est pas là. On va dire tu peux enlever un paquet de gens dans ton grand système de manager, de gens putain ils sont pas là, ça se voit pas. Par contre t'enlèves le mec qui sort les poubelles, ton système pète. Parce que bah t'as des goulots d'étranglement et des choses comme ça. Et le mec qui sort les poubelles, bah en plus il vient entre 4 et 6 heures du matin, il est pas reconnu, il appartient même pas, il est souvent c'est un truc de sous-traitance, etc. On connaît pas son prénom. Et tu te dis mais comment c'est possible qu'on se définisse, et puis en plus si jamais tu dis bah moi je sors les poubelles et moi je suis directeur whatever, tu vois, directeur je ne sais pas quoi, à quel moment on fait une différence entre tous ces gens? Ça, et poser une casquette sur machin, sur bah toi tu es ça dans la vie. Ah non, t'es pas ça. Déjà, tu t'appelles Hugo, tu t'appelles Paul, Charles, Kevin ou putain c'est pas très féministe ce que je vais le faire. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Marie, voilà. Marie Huguette Georgette, quoi. Ça, je suis vieille. non, j'ai pas entendu Cunégonde, donc ça encore. D'après, il y a toutes les Cunégondes. Donc, leçon numéro 1, savoir se vendre, ce n'est pas sale, il faut savoir se vendre. Et la leçon numéro 2, pas de snobisme social, connaître la structure dans laquelle on est, du haut de la hiérarchie au bas de la hiérarchie. Et se revaloriser soi-même, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on attend que les autres, on est dans une société un peu en perte de confiance. Tu vois, bah toi c'est vraiment ton sujet, mais globalement on a perdu aujourd'hui confiance dans les institutions. Tu sais, autrefois, moi, le nombre de copains que j'ai qui mettent leurs enfants dans des écoles alternatives, tu vois, parce qu'ils se disent que l'école ne forme plus au monde de demain. On a perdu confiance dans les politiques. On a perdu confiance dans la religion. Tu regardes, c'était finalement le maire, tu sais, autrefois, le maire, le curé et le prof. Dans un village, c'était les sachants. Tu vois. Les piliers. Exactement. Et puis après, on a perdu ces 3 types de confiance, et la confiance en soi et la confiance en l'autre. Tu vois, du coup on se raccroche. En fait, on a besoin d'avoir aussi des influenceurs, des gens qui te font monter, qui te donnent un peu qui te transmettent un peu de savoir et à qui tu fais confiance a priori. Et du coup, c'est aussi la porte ouverte à tout un tas de dérives. Mais si on repart. L'optimisme n'est pas une secte. Tu confirmes. Non, pas du tout. Et surtout, je suis pas un gourou, tu vois. Et je me markete pas, je parle de l'optimisme en soi. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a un média, c'est pas Catherine qui parle, c'est on fait parler des gens globalement. Et si on souriait, exactement. Et tu vois, et d'avoir ces différents piliers, ça commence par regagner chacun confiance en soi, en se disant si les autres te disent pas à quel point toi tu es important. Parce que tu vois, ce mec, j'ai la caricature du mec, c'est un peu caricatural, mais le mec qui passe les poubelles, c'est la secrétaire à qui personne dit merci dans sa journée, c'est le manager qui est en totale souffrance, et parfois c'est le patron qui se dit putain mais qu'est-ce que je fous là. Tu vois, tout le monde en fait à son stade se dit que ça va pas. La réalité elle est là. Et si t'attends des autres qui soient là pour te dire t'es formidable, tu peux attendre longtemps. Parce qu'il y a plus de lien, il y a plus d'empathie les uns avec les autres, etc., etc. Évidemment, tout ça c'est multifactoriel. Le problème de l'empathie, je sais qu'il est très profondément lié à la virtualisation, tout simplement, aux écrans et à l'impatience. Enfin bref, ça c'est avec le confort matériel et les privilèges viennent aussi tout un tas de revers qui sont profondément anti-humains. Parce que c'est vrai on reste des animaux sociaux, on a besoin de liens sociaux, de la communauté. C'est vrai que c'est un truc qui se délite et ça pose fortement problème. Est-ce que on peut revenir un tout petit peu à l'origine quand même. Je suis curieux. Ah, vas-y. Qui es-tu au départ? D'où viens-tu? À la base, moi, on va dire que je suis un peu la bonne élève. Je suis facile à vivre de base. Du coup, je m'adapte assez bien dans différents milieux. Et je suis l'élève à qui on a dit de faire des maths, étant gamine, tu vois. Maths, allemand, latin, évidemment. Aujourd'hui, j'écris des livres, je suis fan d'Espagne. Voilà. Mais j'ai accepté, tu sais, pour me fondre dans le moule, peut-être par manque de personnalité, peut-être pour faire plaisir aux parents, peut-être parce que les copains faisaient pareil, donc j'ai accepté de suivre ce cursus scientifique.
qui m'a servi finalement. Mais sur le coup, je m'emmerdais comme c'était pas permis quand j'étais gamine à l'école, tu vois. C'était vraiment pas, je comprenais pas. Enfin, ça avait pas de sens, moi. T'avais de bonnes notes, tu le faisais? En fait, ouais, j'avais plutôt de bonnes notes, mais je jouais plus au tarot en buvant des coups avec les copains, voilà. Mais ça passait, tu vois. Mais je trouvais ça profondément inintéressant. Je comprenais pas. Mon cerveau n'est pas analytique, donc je comprenais pas ce que je foutais là-dedans. Il est un peu analytique. Ouais, peut-être, mais quand on me demande. Pas une ingénieure dans l'âme, mais pas autant. Non, bah je suis quand même structurée, c'est-à-dire j'ai quand même des fondamentaux et je suis pas trop perchée. Mais bon. Du coup, j'ai commencé par faire ça, puis après j'ai étudié la chimie physique. Mais tu sais pas trop pourquoi, tu vois. De temps en temps, il y a des mystères dans la vie, ça en fait partie. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. C'était au niveau universitaire, donc. Au niveau universitaire, mais pour tout un tas de mauvaises raisons. D'abord, je voulais faire psy, puis on m'a dit c'est faire assez bouché en psy, puis je me suis dit bah tiens, je vais faire psychiatre, et puis là je me suis dit ah non, faut voir des morts. Donc je me suis dit non, je vais pas faire ça, puis je me suis dit tiens, je vais faire pharma, puis là je me suis dit non mais en fait pharma c'est pas du tout pour moi quoi, enfin voilà. Puis du coup je suis arrivée en chimie, tu sais le raisonnement débile, un peu par défaut, mais finalement je me suis cherchée, ouais en fait c'est que j'ai pas fait tout ça, mais tu vois j'ai fait de la chimie physique parce que par choix dégressif, tu vois. Alors que j'aurais bien mieux fait d'aller faire de Sciences Po, du droit, parce que je suis la personne la plus maladroite. Tu vois, j'ai déjà fait tomber une fois le livre, il y a plus trop de café donc je vais pas tomber, mais quand tu fais de la chimie, moi, une demi-goutte ou 15 gouttes, c'est pareil. Donc, au bout de 3 ans, je me suis dit que j'allais faire exploser un labo. Ceci étant dit, j'ai eu des bases de physique quantique. Et là, moi, je me suis passionnée pour la physique quantique dans ce cursus. Donc ça valait le coup, puisque tu découvres une passion aussi contre-intuitive. Exactement, mais c'est seulement a posteriori que j'ai compris tout ça, tu vois. C'est pour ça que le parcours, en fait, faut pas le voir à un instant T, faut le voir au pulse. À la fin, c'est le pulse qui compte, quoi. Et ensuite, je me suis dit, donc ça, au bout de 3 ans, je me suis dit, ok, je vais vraiment faire exploser un labo, faut que j'arrête. Voilà, faut que je trouve quelle est mon essence, parce que pendant ces 3 ans... Il y a eu des incidents ou... Je pense que tu peux aller demander à mon meilleur pote qui va te dire que c'était affreux d'être en TP avec moi. Parce que tu sais, je papotais, j'avais la blouse ouverte et que la blouse t'embarquait les trucs. Puis je m'en foutais en plus, ça avait tellement pas d'intérêt. Que voilà, voilà. Sauf qu'au bout de 3 ans, je me suis dit, ok, je vais et d'une faire exploser un labo et de deux, c'est quoi ma cause? Tiens, le qui es-tu, ça va aussi avec c'est quoi ta cause, quoi. Et à ce moment-là, il y avait, donc c'était 2005, il y avait les prémices du développement durable. Mais personne ne comprenait ce que c'était, et tout le monde m'a dit que c'était n'importe quoi d'aller dans ce secteur, mais il y avait qu'un master en développement durable à l'époque, quasiment. C'était où? C'était l'École nationale des ponts et chaussées, Foix-Jussieu. Ok. Donc c'était les deux, c'était un bidiplôme, en fait, qui était adressé par les deux. Et en fait, à l'époque, il fallait encore avoir une base scientifique pour faire du développement durable. Aujourd'hui, Dauphine, Sciences Po, machin, enfin des universités plus globales adressent du développement durable. Mais à l'époque, moi je sais pourquoi les immeubles sont noirs à cause de la pollution. Tu vois, donc j'avais vraiment des grosses bases scientifiques là-dessus. Et donc je suis partie dans le développement durable et là ça a été une révélation parce que j'ai commencé à comprendre l'économie. Du développement durable, la société de façon un peu plus large, etc., etc. C'était vraiment une claque intellectuelle, c'était hyper intéressant, j'avais l'impression vraiment de découvrir le monde, surtout quand tu fais de la chimie, c'est très déterministe. On te demande de faire une équation une équation chimique, d'arriver d'un point A à un point B. Bah voilà, et quand tu essaies d'être créatif, ça marche pas, quoi. Enfin, moi, en tout cas, là, tu voyais l'impact, il y avait l'entremêlement de l'aspect technologique et de l'aspect social et psychologique. On n'était pas encore vraiment à la technologie à l'époque, on se rendait pas compte de ce que ça allait être. Tu vois, moi j'ai été diplômée, j'ai bossé à l'ADEME en 2006, 2007. On n'y était pas, en fait, je veux dire, on avait un ordinateur, mais on se rendait pas compte de ce que ça allait être demain. Tu vois, ces petits machins, oui, on en avait, mais c'était pas aussi prégnant. Aujourd'hui, quand t'as une innovation, on se rend compte que l'innovation, elle est, on y voit du Uber, on y voit une innovation tech, par exemple, mais Uber, c'est aussi une innovation sociale, je veux dire, ça change ton contrat de travail, etc. Et en fait, et c'est ça que j'ai toujours beaucoup reproché finalement à notre société actuelle, c'était ces éclatements des parcours. C'est-à-dire que soit t'es scientifique, soit t'es philosophe. Tiens, ouais, mais je veux dire, les petites startups qui sont en train de monter des applications qui te changent diamétralement ton enjeu sociétal, tu sais, t'as personne pour y réfléchir. Parce que c'est deux mondes qui se croisent pas, tu vois. Et en bossant dans le développement durable, dans toutes mes premières années, ça a été ma limite, en train de me dire, oh là là, le développement durable s'adresse qu'au développement durable et on s'adresse pas à la tech, s'adresse pas, tu vois,
Et ça c'est notre fracture sociale dans notre société. On parle en silo. Et je trouve ça vachement inquiétant. Bah, d'autant que c'est à côté de la plaque. Je sais que la première révélation que j'ai eue à ce niveau-là, c'était grâce aux travaux de ce cher monsieur Jean-Marc Jancovici. Je suis fan. Il le sait. Qui envoie des petits cœurs de temps en temps. Bah, j'adore son travail. Malheureusement, j'ai été assez critique à son égard pour une raison simple, qui est que je crains que son approche soit pas la bonne sur le plan psychologique, parce que même s'il a raison dans les faits, c'est très négatif. Et si l'idée, c'est de mobiliser suffisamment de gens pour qu'ils changent leurs habitudes de consommation à temps, c'est ça. Et que ça ait un impact, ce n'est pas en leur disant, en assénant des statistiques et en disant, en gros, à ce rythme-là on va crever, à ce rythme-là on va crever, même si je caricature très largement, que ça va le faire. Donc pour moi c'est une forme de gâchis. Maintenant, il y en a, on en fait ce qu'on veut, les sources d'informations sont là, mais en tout cas ce qui était très frappant la première fois que j'ai découvert son travail, c'était que c'était la première fois que j'entendais une corrélation qui en fait est absolument évidente, de bon sens, entre l'économie et l'écologie, et par là en fait surtout par les flux énergétiques. Comprendre que qui dit énergie bon marché, dit transformation de produits bon marché, dit une économie en croissance qui tourne. Et donc c'était l'approche, je sais plus si c'est keynésienne ou quoi que ce soit, mais cette idée que c'est uniquement produits et services et l'offre et la demande, et qu'en fait on peut retirer dans un monde fini le facteur ressources, est une idée absurde. Et encore aujourd'hui, je vois qu'encore en 2020, là, il y avait des discours récents de notre cher ministre de l'écologie actuelle qui sont terrifiants, je trouve, d'ignorance. Enfin, c'est même pas d'ignorance à ce stade-là. Tu te dis, attends, elle est ingénieure. Ouais, ils le savent. En fait, c'est pour ça qu'en fait, Jean-Marc Jancovici, je le suis depuis 2007. Je veux dire, pour moi, ça a été toujours une source, et du coup, ça fait quand même 13 ans. Mais il donnait déjà ses cours spécifiques sur la question du climat. Il était à Carbone 4 à l'époque. Il avait, parce que moi, je suis formée bilan carbone ADEME, et je crois que c'est à ce moment-là, plus ou moins, que je l'avais croisé, et j'ai toujours adoré le personnage par sa capacité de répondre. Moi, il m'a toujours répondu à mes emails. Et que j'étais toute jeune à l'époque, tu vois, et je me dis, et puis moi, ce que j'aimais chez lui, en fait, effectivement, il est un peu, mais je pense qu'à un moment donné, t'es tellement blasé que les autres comprennent pas, que tu vois, là, t'es en révolte, en fait, je pense aussi, mais c'est surtout que j'adore son humour. Et c'est incroyable d'écouter ses conférences. Je veux dire, tu les écoutes les unes après les autres. Moi, je sais ce qu'il raconte, mais c'est incroyablement drôle par qui il est, par son personnage, tu vois. Mais en fait, et c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'en fait, ce prisme de la terreur, c'est très culpabilisant. Déjà. Et c'est pour ça que moi j'avais choisi l'optimisme. Je dis la même chose. Moi j'ai les mêmes convictions, à peu de choses près. Et c'est pour ça que j'avais trouvé que l'empathie pour sauver entre guillemets notre société, parce que si tu te dis que égoïstement à t'aligner, parce que t'es un brin égoïste, à t'aligner avec que tu veux pas laisser ça à tes enfants, tu vois, tu te dis qu'il va falloir faire quelque chose. Mais si t'as créé de l'empathie, si tu connais l'autre, si tu trouves que l'autre est beau, moi je trouve les gens beaux. Naturellement, j'aime les gens, tu vois, mais j'ai pas envie que ce que moi je fais pour moi, ça ait un impact négatif sur eux, tu vois. Et l'empathie était devenue alors c'est peut-être très très en pensée et peut-être pas assez en réalité, mais pour moi l'empathie c'était la seule chose qui allait pouvoir sauver notre société avec un grand S globalement, parce que si t'as de l'empathie avec les autres, tu te dis qu'il va falloir faire quelque chose pour la nature et tu vas vraiment mettre à contribution ça, tu vois. Mais il faut s'affranchir du pognon. Il y a un truc psychologique qui est assez connu, qui a été prouvé, c'est que le fait que l'état de stress, de peur et d'anxiété, on peut le formuler comme on veut, de toute façon, est nuisible à l'état mental dans lequel tu peux trouver une meilleure solution. Et c'est pour ça que l'une de mes prises de position, qui je le sais est assez controversée, c'est qu'aujourd'hui je suis un peu partisan d'une espèce de fuite en avant technologique, même si c'est pas à toutes les sauces, c'est quelques grands chantiers technologiques qui font rêver pour mieux fédérer les gens et arrêter de consommer de la merde. Exactement. Et après, c'est pour ça par exemple que je suis un partisan de la conquête spatiale, mais parce que la manière dont on stimule les esprits, dont on met en branle des mécanismes de résolution des problèmes, lorsqu'on a un avenir qui nous inspire, vers lequel tendre, et déjà c'est beaucoup plus, ça permet de régler beaucoup de problèmes. Deuxièmement, c'est fédérateur et on en a besoin. Et troisièmement, je crois, mais peut-être que je suis naïf, je crois que quand on a des grandes sources d'inspiration, c'est une forme de transcendance quelque part. Comme celle-là, il est plus difficile de nous vendre de la merde. Que si je suis en mission, c'est pas obligé d'être quelque chose de complètement mystique, mais je suis en mission pour nettoyer les océans, en mission pour conquérir, coloniser Mars, en mission pour le recyclage des produits,
je suis moins enclin à consommer de la daube que ce soit. C'est ça. Mais t'as tellement raison. Tu vois, la semaine dernière, je faisais une conférence et il y avait Claudie Ignoré qui était là aussi, donc qui a été la première femme spationaute à être partie 2 fois dans l'espace, notre ancienne ministre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'était qu'en fait, elle vendait un peu du rêve. Tu sais, dans l'imaginaire collectif, cette femme est allée 2 fois dans l'espace, tu vois. Et elle te raconte, en fait, ta petitesse aussi face à l'espace. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. Et les gens en salle, eux aussi, ça, comme tu dis, ça envoyait des paillettes dans les, tu sais, ça t'as les yeux qui brillent, c'est inspirant. Et on est effectivement dans une société où c'est pour ça que pour moi, mettre en lumière ce qui va bien est très très important. Et comme tu dis, fédérer autour d'une cause. On est dans une société, tu regardes aujourd'hui, bon alors on est le combien? Faut que tu donnes ta date. Aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2020. Merci Alexa. Voilà. Tu vois, on sort des comment ça s'appelle, des incendies en Australie. Et en tant que développement durable, etc., oui, c'est triste. Et t'as un bouquin sur les koalas, juste là, en plus. J'ai un bouquin sur les koalas. Il se moque de moi, c'est tout ce qu'il a. Il m'a vu arriver au boulot un peu en retard et déballer tous les colis que j'avais. Donc, le livre des koalas. En arabe, quoi. Du coup, tu vois, il y a eu ce point tu sais, moi, je crois beaucoup à l'énergie. Je veux dire, quand t'as fait de la physique quantique, moi, je crois qu'on est, toi et moi, là, on est en train d'échanger de l'énergie. Et plus tu donnes d'énergie à regarder ce qui va pas, et je dis pas que ça soit pas bien, hein, mais plus tu tournes en boucle sur ce qui va pas, plus tu descends en énergie. Donc là, il y a eu l'Australie, on est dans le truc coronavirus. D'ailleurs, j'ai oublié mon masque aujourd'hui, je suis désolée. Tu vois, mais en fait, plus on va se focaliser, plus on descend en énergie, et comme tu le dis, plus on a peur, moins on est créatif, et moins on crée la société de demain. Mais tu regardes la société dans laquelle on vit, on est en train de vivre une ère des dystopies. Donc de tous ces scénarios catastrophes, la dernière fois sur Amazon Prime, il y a même, tu sais, la catégorie, t'as la catégorie comédie romantique spéciale Catherine, quoi, et la catégorie SF dystopique. Non, ils appellent même pas comme ça, c'est scénario catastrophe. C'est devenu une catégorie, mais ouais, mais si on imagine le pire, mais on va le créer le pire. C'est un vrai coup, c'est pas souvent on a envie de considérer ce genre de réflexion comme quelque chose d'assez mystique et infondé. Non, psychologiquement, c'est prouvé. Si tu prends la même personne, tu lui demandes de trouver une solution à un problème, mathématique ou quelconque, si tu la mets dans un état de peur, les mécanismes neurologiques qui rentrent en vigueur ne sont pas les mêmes et sont moins efficaces. Et donc c'est un coup, c'est un vrai coup sur la société. Et plus on dit que ça va être la merde, plus il y a de chances que ce soit exactement, et puis plus ça inhibe la personne d'oser agir. Tu vois, je veux dire, si tu lis en permanence le fait qu'il y a rien qui va, tu te dis mais moi ça va pas le faire non plus. C'est là. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important à un moment donné. Du coup, il y a les copains barbares. Je fais partie des 100 barbares. Pareil, je vais pas. Je connais pas les. Je vais pas revenir là-dessus parce que sinon, je sais pas combien de temps ça fait qu'on papote, mais t'en as pour 3 heures avec moi. Hein, tu me dis quand t'en as marre. Non, j'en ai. Il y a quelques gigas encore qui. C'est pas moi qui en ai marre. C'est peut-être ceux qui regardent en fait. Et tu vois. Brièvement, c'est qui les copains barbares? Les copains barbares, c'est un mouvement qui a été fondé par Antoine Brachet, qui à un moment donné a lu le classement Choiseul, tu sais, je crois que c'était en 2015, il a lu le classement Choiseul, et le classement Choiseul, c'est un classement qui est édité, je crois que c'est par Le Figaro, alors c'est peut-être une bêtise, hein, mais je crois que c'est par Le Figaro, qui dit, les 100 personnalités qui vont faire l'année, c'est machin. À peu de choses près, c'était que des énarques, qui font effectivement partie de la société de demain, et des fils d'eux. Donc tu vois, des grandes familles qui composent la société de demain, mais Antoine il s'est dit, mais attends, c'est curieux, il n'y a pas que ça. Pour moi, la société de demain, elle n'était pas créée qu'avec ces 100 personnalités. Et il a demandé autour de lui de dénoncer ceux qui étaient en train de casser la norme et qui allaient faire partie de l'économie de demain. Et du coup, il y a eu, on a dénoncé, en fait, donc les barbares, c'est ceux qui sont en train d'hacker un peu les citadelles. Tu vois, face... la société, c'est des citadelles, et les barbares, ils entrent et pénètrent dans les citadelles. Et du coup, il y a une liste de personnes. Donc, il y avait Thomas Landrin qui a fondé la Paillasse, qui est un hack laboratoire pour la science. Il y avait Fred Mazella, fondateur de Blablacar, etc. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans parce que j'avais fondé un média. Alors, j'avais rien à foutre pour aller fonder un média, quoi. Enfin, je suis même pas un média, mais un site, au moins, qui aujourd'hui est quand même suivi par quelques centaines de milliers de personnes aujourd'hui. Oui. Voilà. Ça a cartonné très vite pour toi, quand même. Ça a dû te dépasser un petit peu. Ça me dépasse toujours, hein. Ça me dépasse toujours. En fait, c'est pas logique. La réalité, c'est que normalement,
on joue sur les émotions des gens par la peur pour les inciter à venir lire. Et on les plonge dans leur propre algorithme. C'est-à-dire que plus tu vas lire des trucs angoissants sur le coronavirus, plus on va t'en servir. Plus on va t'en servir, parce que le but alors je dirais pas d'un média, mais enfin, je veux pas trop me fourvoyer, mais c'est de capter ton attention. C'est de capter ton attention pour faire de la pub. Voilà. Je me dis que les gens ils seront bienveillants. S'ils sont arrivés jusque là, c'est que je les intéresse. Et en fait, c'est amusant parce que tu me dis ça avec beaucoup de pincettes, mais bon, c'est quelque chose d'assez évident. Parce que c'est toujours un truc qui me fait marrer. Typiquement, quand les plus vieilles générations vont critiquer la nôtre, et j'ai souvent envie de leur répondre, ouais, mais t'es toujours devant le JT de TF1 tous les soirs. Et les JT de TF1, typiquement, ça fait depuis, je veux dire. Ah, c'est pas moi. Là. Je crois que c'est l'âme de Bouygues qui est en train d'intervenir, mais non, j'irai au bout de ma pensée, parce que je suis un esprit libre. Et je veux dire, la mécanique, on la connaît depuis très longtemps, c'est du capitalisme, et je veux capter ton attention pour te vendre des pubs. Et je suis une entreprise privée. Et c'est, je veux dire, c'est du bon sens, et je suis toujours étonné que 50 ans plus tard, on ait toujours besoin de débattre, de devoir mentionner la possibilité que peut-être le JT de TF1 n'a pas pour but la vérité. C'est t'as raison. Moi j'ai un copain un jour, il m'a demandé mais c'est quoi le rôle d'un média aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire de l'information, du divertissement ou du placement annonceur? Il a raison. Tu vois, parce que c'est un peu, à un moment donné, Patrick Lelay le disait, qui était l'ex-président de TF1, je pense qu'il y a un petit paquet d'années maintenant, il disait que son but c'était de vendre de l'espace publicitaire à Coca. Tu vois. Mais en fait, le truc c'est que je vais quand même mettre une pondération à tout ça, c'est que je connais quelques journalistes vraiment engagés. Certainement. Tu vois, le problème c'est les grosses mécaniques et les structures sous-jacentes en fait, et que tant que quelqu'un qui va mal il consomme. Enfin moi je regarde quand j'étais aux États-Unis, c'est pour ça moi je suis pas du tout une sage. Je veux dire, quand j'étais aux États-Unis, mon kiff, enfin c'était même pas un kiff, c'est que je me baladais, je rentrais dans un truc, je m'achetais quelque chose. Mais sans, aucun discernement. Après, parce que j'avais été feignasse, et je suis pas du tout une décroissante, spécialement. Moi, j'aime bien bouffer, j'aime bien picoler, j'aime bien acheter. C'est juste que maintenant, je le fais avec plus de discernement. Tu vois, je me fais plus avoir par la pub qui passe 50 fois. Je me réfléchis, est-ce que j'ai vraiment envie du truc, est-ce que j'en ai pas envie? Puis je vais aller vers des marques. Je vais aller vers du Veja, du Slip français, du 1083, des marques qui sont quand même qui s'engagent en fait. Après, tout est imparfait de toute façon. Et peut-être qu'il faudrait mieux ne pas consommer du tout. Mais le problème, c'est que notre société aujourd'hui, on en revient au flux aux petits dollars, tu vois. Et mais si notre société s'arrête de tourner, finalement, tant qu'on n'a pas retrouvé du reclassement pour les gens, faut pas oublier que le travail aujourd'hui, ça a 4 piliers, et ça, on s'en rend pas compte. Le travail, ça te donne ton flux financier, mais ça te permet toi-même de monter en compétences, d'apprendre des choses, ça te donne une utilité sociale, en fait, et ça te permet, quand tu parlais de l'effet communauté, ça te permet de rencontrer des gens. Tu vois, le travail, c'est un pilier aujourd'hui, pas seulement pour aller gagner des sous. Là, aujourd'hui, on a l'impression que le seul enjeu de travailler, c'est d'aller gagner des sous. Mais non, pas du tout. C'est pour ça que la vie associative est hyper importante. Oui, t'as pas les sous, mais t'as ces 4 autres piliers. Et c'est pour ça que des gens sont très malheureux parce qu'ils n'ont pas de boulot. C'est même pas tant le manque de sous, c'est le fait de pas avoir d'utilité sociale. Tu sers plus à rien. Qu'est-ce que c'est dur de servir à rien. Et du coup, c'est les gens-là, moi je leur dis, mais allez dans des assos. On a besoin de vous. On a besoin de vos talents. On a besoin de votre créativité. Tout le monde a besoin de vous, en fait. Et puis du coup, ça te recrée ta communauté quand même. Tu rencontres des gens parce que c'est très dur la solitude, comme tu le disais tout à l'heure. On est des animaux sociaux. On est fait pour interagir les uns avec les autres. Ça a été prouvé par Harvard, etc. C'est ça qui rend les gens heureux. La qualité de tes interactions sociales. C'est pas le pognon que t'as gagné, c'est pas tes enfants, c'est pas le machin. Ce qui fait qu'à la fin de ta vie, t'as l'impression d'avoir réussi ta vie. C'est finalement les émotions que t'as partagées avec les autres. Le succès de ta plateforme en si peu de temps, et je vois éventuellement le succès. Tu posais la question tout à l'heure, je t'ai pas répondu à la question. Non, c'était directement lié. De toute façon, il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là, mais je pense aussi à Positive Air. Oui. J'en connais pas 36 autres, mais le succès récent de ces plateformes-là montre qu'il y a un vide énorme, un besoin énorme en termes de, comment dire, pour casser le cynisme ambiant, le côté
consommateur cynique, parce que vraiment l'archétype aujourd'hui du bon consommateur, c'est un type qui est accro au Black Friday, qui passe son temps à tweeter sur des trucs hyper polémiques d'ailleurs, ou à faire repartager sur Facebook et LinkedIn toujours des trucs hyper polémiques aussi. Voilà, il y a une espèce d'avatar comme ça, et il y a un vrai besoin, et ça fait chaud au cœur. Tu te dis en fait, typiquement, souvent tu vas entendre, comment est-ce que tu peux rester optimiste aujourd'hui? Bah c'est pas compliqué, éteins ton portable. Va te balader dans la rue, il y a de fortes chances pour que ce soit. T'as tout à fait raison. Mais tu vois, moi je suis et je pense que c'est pour ça qu'on m'a beaucoup fait confiance, moi, globalement, parce que je suis lucide. Tu vois, je veux dire, on peut pas, j'ai quand même pas mal de discernement parce que j'ai bossé dans 2 gros trucs qui étaient des révolutions, tu vois. Moi, mon optimisme, il vient des gens. C'est-à-dire que souvent, mes potes, ils me disent, putain, mais qu'est-ce que t'es pessimiste, meuf, tu vois. Mais non, je suis pessimiste par rapport à notre société, à nos moules, à nos, comment ça s'appelle, à toutes ces boîtes, tu vois, qui nous enferment, alors que ce soit entreprise, que ce soit. Par contre, j'ai profondément confiance dans les gens. Ça, je trouve les gens magnifiques. Alors, ma mère me dit, faut pas dire les gens. Alors, je trouve chacun magnifique. Tu vois. George Carlin disait, les individus sont formidables, et dans leur regard, tu peux voir l'univers. C'est quand ils sont en groupe que les choses se gâtent. Mais c'est parce qu'on se fédère pas pour une cause, en fait. C'est pour ça que j'en reviens à cet aspect communautaire que tu disais tout à l'heure. Voilà, et quand tu te fédères autour d'une cause, enfin, nous, dans notre boîte, enfin, tu sais, tout le monde est en train de chercher comment attirer des talents. Nous, on a 3 CV par jour, enfin, par semaine, où on nous dit, je vais travailler gratuitement pour vous. Tiens, on en est là, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu proposes quelque chose de différent, enthousiasmant, bah, les gens, ils ont envie de se fédérer autour de toi, en fait. La même façon, tu disais, bah ouais, vide intersidéral sur de l'information positive. Alors moi, je suis sur Europe 1 le midi avec, dans l'émission La France Bouge de Raphaël Duche. Moi, je sais pas si ça existera quand, les gens regarderont encore la vidéo, si c'est dans 25 ans, hein. Je suis heureux d'apprendre ça, parce que tout simplement, je me demandais si j'allais pas baptiser mon podcast par autre chose que mon nom et mon prénom. Et je me disais, la France avance, ça sonnerait pas vachement bien, c'est un peu ce que je fais. Et ben non, ça existe. Il y a la France Bouge, donc je vais éviter. Voilà. C'est la France Bouge, donc c'est animé par Raphaël Duchemin. En fait, entre midi et 2, qui met en avant des initiatives positives. Mais donc, et moi, je suis coach, mais pas en termes de coach comme toi, tu vois, on est coach dans l'émission comme le fondateur de Blablacar, le fondateur du slip français, le fondateur de 1083, on est là chacun un jour pour aller soutenir cette initiative. Et en fait, il y a, dans nous, médias, enfin, moi, je suis même pas un média, site non traditionnel, en fait, moi, j'étais persuadée que des grands médias allaient le faire. En fait, si j'ai monté l'optimisme, c'est parce que, entre 2012 et 2015, je me disais, mais il y a bien un grand média qui va faire une tranche info positive, tu vois. Je me disais qu'ils allaient le faire. Et puis, à un moment donné, ils l'ont pas fait. Écoute, on va faire. Ça, c'est pour ça, l'historique, elle est là. Et maintenant, il y a une personne qui a pris le là, c'est Raphaël Duchemin, mais c'est une personne, quoi. Il y a une émission positive il y en a quelques-unes autres, hein, mais qui vont parler des initiatives positives des gens qui s'engagent, j'en connais qu'une. Oui, c'est souvent glissé, c'est un documentaire sur un petit artisan qui est glissé à des heures de basse écoute. C'est ça. Mais Raphaël Duchemin, il fait au moins ça entre midi et 2, mais moi je comprends pas pourquoi c'est pas 50-50, 50-50. Parce que ça vend moins. Exactement. Mais néanmoins, on peut montrer que avec un petit peu de vision à moyen terme, un petit effort, on peut réussir ça. Ça peut faire vendre, on peut avoir un business. C'est ça. Et surtout, en France, tu vois, l'optimisme est confondu avec sa caricature. Genre, la naïveté. La naïveté, l'utopiste, etc., etc. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivée avec ce mot, l'optimisme, les gens, ils pouvaient tout me dire, sauf que j'étais naïve, tu vois. Tu vois. Mais du coup, moi, j'ai voulu redonner goût à ce mot, en disant, mais puis l'optimisme, il y a 5 ans, on n'en parlait pas trop, hein. Enfin, je veux dire, c'était pas le sujet, hein. Maintenant, tout le monde le place partout, voilà, mais c'était pas du tout le sujet à l'époque. Et tout le monde me disait en disant, en fait, l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. Que t'aies envie de te mettre en couple, te marier, que tu connaisses le nombre de divorces, à dire, faut un brin d'optimiste. Si tu vas en disant que ça va mal se passer, autant pas y aller. Exactement. Je veux dire, l'entrepreneur qui change de voie, l'indépendant, enfin, tu parlais tout à l'heure du boulanger, des choses comme ça, il se doit d'être optimiste, en fait, il se doit de dire qu'il va faire des pains et qu'ils vont être vendus.
T'es obligé d'être optimiste. Quand tu veux, moi je dis souvent, quand tu ponds un livre, hein, toi aussi tu le sais, quand tu crées quelque chose qui n'existe pas encore, mais c'est un acte de foi que tu fais. Parce que en plus de toi, te dire bon, je propose quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas ce à quoi va ressembler. Par contre, il faut que j'écrive le premier mot. Il faut que je trouve le nom du site. Enfin, tu sais, globalement, quel que soit le projet, tu traverses une sorte d'acte de foi et de confiance. Mais de confiance en toi et de confiance dans les autres. En te disant, en moi, je vais réussir à avoir les épaules pour le faire, tu vois. Et dans l'autre, on va comprendre ce que je fais. Et c'est ça qui dissonne aussi souvent, c'est derrière il te faut, et puis ça te demande une sorte de quand même beaucoup de résilience, parce que de temps en temps, moi j'interviens dans tout un tas de cercles, etc. De temps en temps je me dis putain, mais ils comprennent pas. Les gens ne se rendent pas compte de la souffrance de la comment ça s'appelle, de la population. Avec l'optimisme on le voit, parce que on a, puisque je te disais tout à l'heure, j'ai 75 000 mails dans ma boîte mail que je lis. Alors j'ai essayé de dire tous intitulés SOS. Ouais, enfin il y en a beaucoup où les gens me racontent leur vie, et leur vie c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le salarié qui va pas bien, c'est celui qui n'a pas de job qui va pas bien, nous on reçoit jusqu'à je me fais frapper, je me fais violer, comment rester optimiste? Quand tu reçois ça dans ta boîte mail, toi t'as juste envie de faire un gros câlin à la personne en lui disant je sais pas comment je peux t'aider, tu vois, mais ça montre quand même un réel dysfonctionnement de notre société. Allez porter plainte si on vous frappe et on vous viole, voilà, ça ce serait une bonne première étape, et faites-vous entourer de gens qui vous aiment, très important aussi. C'est mais tu vois, c'est incroyable de se dire qu'ils envoient ça à notre logo, tu sais, notre logo, je sais pas si je l'ai quelque part, même pas, c'est un citron. Tiens, ils envoient même pas ça à Catherine, ils envoient ça à un citron, les gens. Et donc pour moi, ça dit tellement de notre société qui a besoin de renouer du lien, parce que je parle beaucoup d'empathie, parce que pour moi l'optimisme c'est de l'empathie aussi. Et il faut qu'on renoue les liens les uns avec les autres, mais ça passe aussi par de la confiance en soi. Parce que si t'as pas confiance en toi, tu te dis que l'autre va te rejeter. Donc t'y vas pas vers l'autre. Tu vois, et tout est systémique. Tout est relié en fait, hein. Les causes environnementales, les causes sociales, les causes écologiques, etc. Une chose est sûre, moi je crois dans les gens. J'ai beaucoup de mal à croire dans tout un tas de systèmes. Par contre, je crois que les gens sont incroyables. Et je crois qu'il y a des gens incroyables qui s'investissent aussi. Il y en a. Voilà, dans des entreprises, dans des, dans des médias, dans des trucs parfois dysfonctionnels. Moi, je rencontre des gens incroyables qui qui sont comme nous. C'est juste, qui travaillent dans des grands groupes. Parfois par choix, parfois par non-choix, mais t'as des gens incroyables partout, en fait. Et c'est aussi ça que je veux dire, c'est que c'est pas si dichotomique. Si on vous force à travailler dans un grand groupe, portez plainte, entourez-vous de gens qui veulent votre bien aussi. Non, mais t'as des gens dans des grands groupes, moi je connais des équipes incroyables, des gens magnifiques, tu vois, des gens superbes. Non, bien sûr, je dis ça ironiquement. Mais par contre... Il y a de contraint, mais effectivement, la sensation... Hier, j'étais à un atelier avec des types de Highway, c'est une boîte d'accompagnement de freelance spécialisée pour les développeurs. Ouais. Et donc ça, évidemment, c'est un métier qui a le vent en poupe. Il n'y a pas à dire. Mais, avec le data scientist. Et donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives autour du freelancing. Pour autant, j'imagine qu'il y a des boîtes, même des grandes boîtes, qui font bien leur taf, dans lesquelles les employés sont plutôt bien traités. Bien sûr. Néanmoins, tu disais, et parce que là, tout ça, évidemment, est lié, on parle de la crise du sens, puisque c'est ça le fond, avec toute la thématique très en vogue, parfois jusqu'à la caricature, mais quand même le fond est important, de la QVT. Oui. Toi, typiquement, est-ce que quand tu fais ton travail, j'imagine que tu fais tes ateliers ou tes conférences, on pourrait peut-être parler d'une forme de consulting auprès des entreprises. Est-ce que tu qualifierais ça de QVT, ou est-ce que c'est différent, ça va au-delà? Alors, d'une, je fais pas de consulting. Okay. C'est-à-dire que je suis incapable d'amener des gens d'un point A à un point B. Entre-temps, je leur ai posé 50 000 questions. Donc, je fais parfois de la prospective avec quelques patrons, en leur disant, regardez ce qui se passe. Par contre, je fais pas du tout de consulting. Moi, je suis pas
je suis pas assez analytique, tu vois, on en parlait tout à l'heure, et puis ça m'intéresse pas, quoi. Ok. Je suis une ancienne du développement durable, du coup, et du digital. À un moment donné, je me suis intéressée en me disant, face à ces deux leviers, je te parle de l'empathie, mais l'empathie passe par les gens. Du coup, j'ai compris qu'en fait, il y avait un sujet qui n'était pas du tout adressé dans le monde de l'entreprise, c'était le salarié, mais pas le salarié tel que RH, directeur innovation, assistant ou patron, tu vois, c'était le salarié en tant que Hugo, Marie, Colette et Georgette. Fait plus de mixité. Toujours apprendre, tu sais, c'est une courbe d'expérience. Enfin, toujours une certaine exclusion des cunégondes, à ce que je remarque. Ok, je vais repenser la prochaine fois. Toujours est-il que je me suis dit, en fait, on pense pas aux salariés en tant que personne. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais m'intéresser au sujet de la QVT. Mais la QVT, tout le monde s'en fout depuis la semaine de la QVT, elle existe depuis je sais pas combien d'années. La QVT était hyper chiant. Tu vois, c'était le truc un peu normé, prévention des risques, et c'était, c'est pareil, le prisme négatif, on prévient les risques, tu vois, on sublime pas la chose. Et du coup, est arrivée toute cette vague bien-être, bonheur en entreprise, et donc, en fait, moi, c'est mécaniquement que j'y suis allée, c'est parce que quand j'ai lancé l'optimisme côté B2C, j'ai commencé à bien connaître le monde de l'entreprise, parce que, moi, c'est les salariés qui s'adressent à moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai 100 personnes, j'ai de 100 à 500 personnes par boîte qui bossent chez Total, Carrefour, machin, donc qui me racontent l'intérieur des entreprises. Donc, je comprenais très bien finalement le tissu à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu leur proposes comme ça? Alors, eux, rien du tout. En fait, c'est que j'écoute, c'est que j'entends. En fait, c'est qu'on s'est beaucoup adressé à moi. Et puis, à un moment donné, il y a finalement tous ceux qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise, qui ont levé la main, toutes ces personnes engagées, qui ont levé la main en disant, mais attends, moi je travaille chez, quel que soit le nom, j'ai envie de faire en sorte de mettre un peu plus d'humanisme dans mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire? Comment je mets de l'optimisme dans ma boîte? Catherine, j'avais aucune idée, tu vois, je sais pas, en fait, je le savais pas faire, et là je me suis dit, comme il y avait beaucoup de salariés qui s'adressaient à moi, et comme l'optimisme, en fait, ça touchait tous les grades d'une entreprise, du N au N plus 99, quoi, je me suis dit, en fait, on va fédérer les gens qui ont envie de mettre quelque chose en place, et on va faire en sorte, et c'est pour ça que j'ai créé un club d'entreprise, l'optimisme.pro, du coup, où les personnalités engagées se réunissaient entre elles pour se dire, moi je bosse chez machin, j'ai mis ça en place, ça a marché, ça a pas marché, on m'a opposé ceci, on m'a opposé cela. En fait, j'ai fait de l'intelligence collective, en fait. Okay. Voilà. Et avec des gens, mais qui étaient tantôt DRH, tantôt directeur innovation, tantôt grand patron, ils ont relevé leur casquette et ils viennent juste en disant, moi j'ai envie de faire quelque chose, donnez-moi des idées, en fait. Et comme nous on avait une écoute très sociétale, comme on savait ce qui se passait, quels étaient tous les retours globalement de la population, on disait on va adresser par exemple comment donner du sens, comment réengager un collaborateur fortement désengagé ou des choses comme ça, en fait, en donnant des petits leviers, mais c'est pas nous les sachants. Nous on est que regard curieux. Okay. Et du coup, donc qu'est-ce que j'en pense de la QVT? C'est que j'en pense la même chose que mes anciens métiers, donc le développement durable, l'innovation, etc. On rentre à un moment donné, ça devient un truc à profit. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le greenwashing, c'est tout le monde qui se plaçait en développement durable. Maintenant, on commence à faire un peu plus gaffe, mais globalement, n'importe quelle marque disait qu'il sauvait la planète. Enfin voilà. Puis après, il y a eu l'innovation washing, n'importe quelle marque s'engage vers l'avenir, tu vois. Et là, on en est l'happy washing. Donc regardez, toute marque de toute façon va plus avoir le choix. La société avec un gros S est en train de contraindre les sociétés avec un petit S. Du coup, toutes les marques vont plus avoir le choix que de se positionner, que de montrer du sens. Sauf qu'aujourd'hui, avec ces petits machins-là, avec ces téléphones, on va plus pouvoir faire trop de dissonance. C'est-à-dire que ça se sait assez vite. Autrefois, il suffisait de payer un papier glacé pour dire que tu faisais quelque chose. Maintenant, je veux dire, assez facilement, tu trouves un copain d'un copain qui bosse là et qui va te dire non mais attends, nous c'est n'importe quoi, etc., etc. Du coup, donc tu vois, QVT, pour moi, c'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose qui doit être pris surtout pas par une direction, mais par l'intégralité des salariés. C'est pour ça que nous, dans notre club d'entreprise, on a de tout. Tu vois, et on a du mec, la dernière fois, je répondais à quelqu'un qui me disait, alors c'est des décideurs chez toi? Ouais, ça se voit que je papote avec des patrons, de toute façon, ça se voit sur LinkedIn, pas de problème. Mais je lui dis, c'est quoi un décideur? Moi, je connais des DRH qui osent même pas
aller là-dedans de peur de ce que vont en prendre les autres. Ils sont même pas décideurs de leur propre vie. Et par contre, je connais des mecs qui sont simples, salariés, qui gigotent suffisamment, qui ont tellement foutu le merdier en interne, qu'ils ont décroché le fait de venir chez nous. Tu vois, décideur, ça veut rien dire non plus, en fait. Et tout est question de personnalité. Et cette ancienne façon de penser par strate, elle n'existe plus aujourd'hui. Et justement, là, je me fais une réflexion avec ce que tu viens de dire. La première fois, j'aime toujours me demander comment il se fait qu'on en soit arrivé là. Évidemment, c'est multifactoriel. Cette crise du sens actuelle, est-il possible? Alors, évidemment, il y a l'automatisation, il y a le chômage, il y a les bullshit jobs. Il y a tout un tas de facteurs, et sans doute qu'on a poussé un système qui est relativement inhumain, assez loin, trop loin, et on commence à en payer les conséquences, y compris sur le plan financier. Néanmoins, je me demande si, effectivement, après ce que tu viens de me dire, une grande partie de la raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est justement les réseaux sociaux. Et qu'avant, t'avais passé une journée de merde au taf, t'avais moins tendance à aller l'étaler. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux sont juste un culte de l'image. Du coup, t'as toujours l'impression maintenant que c'est mieux ailleurs. Tu sais, moi j'ai des copains influenceurs, putain, quand tu vas chez eux, tu vois qu'il y a un bout de la pièce qui est bien rangé, l'autre bout qui est mal rangé. Quand tu papotes avec eux, tu sais qu'eux, ils ont des coups de mou, mais quand tu les regardes, ils ont pas de coups de mou. Du coup, t'as toujours, autrefois, tu voyais juste que ton voisin avait une plus grosse maison. Là, tu te dis que la vie des autres, elle est mieux. Partout. Mais t'as autre chose. On est aussi on pâtit de notre système éducatif aujourd'hui. On sort quand même d'une ère post-tayloriste où on a dû reconstruire, en fait, rebâtir la France, en fait, suite aux guerres et des choses comme ça. Et on a fait de nous un peu des automates. On a fait de nous des gamins à la recherche du bon point. Tu vois, qui revomissent en fait ce qu'ils ont fait. Les meilleurs entrepreneurs, c'est souvent les mecs qui remettaient un peu en cause vaguement le système, hein, faut être clair, et qui me disent attends, moi j'étais mauvais à l'école, putain, tant mieux. C'est presque ça. Mais du coup, c'est un peu comme si on avait inhibé en fait les salariés, enfin pas les salariés, mais les enfants de leur propre talent. Tu vois, parce que toi t'as de la chance, t'as travaillé dans la musique, mais combien à qui on t'a dit attends, t'es bon en maths, la musique garde-le en passe-temps. Putain, ton outil de créativité devient ton passe-temps. Maintenant, c'est là où tu te sublimes, c'est là où t'as ta force, c'est là où tu contribues vraiment à la société. Lance même pas sur cette thématique. Mais comparativement, je sais que j'ai eu pas mal de chance. Et je suis très bien placé aussi en tant que prof de musique pour voir le besoin, la clientèle que j'ai, et pourquoi ils viennent me voir. Pourquoi on vient me voir pour des cours de musique, ce besoin de faire un truc qui a plus de sens. Et c'est marrant parce que moi, avec toutes les années que j'ai passées, depuis le temps que je m'éloigne professionnellement de la musique pour m'orienter vers le coaching, c'est très amusant de voir que je vais complètement à contre-courant, parce que la plupart des gens avec qui j'en parle, ils disent attends, mais tu veux bosser avec des entreprises? Moi, je donnerais n'importe quoi pour faire ton taf. Tu bosses 20-25 heures par semaine, tu donnes des cours de musique, tu fais du rock, tu t'éclates comme ça. Et j'essaie d'expliquer que oui, mais je peux tout à fait comprendre. Les deux vont de pair, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, et aussi on a perdu quelque chose en France, c'est le fait de faire quelque chose. Enfin, il y a encore deux autres facteurs, je pense. De manuel, tu veux dire? De manuel. Tu vois, par exemple, moi, comme je travaille, hier, je publiais sur Instagram, un télo et bricolo, tu vois, parce que j'ai besoin, je fais du piano, voilà, j'ai besoin quand je monte trop, tu vois, intellectuellement parlant, quand je me pose trop de questions, je décape une table. Non mais vraiment, tu vois, je reviens vraiment dans la réalité et je fais quelque chose qui à la fin, je vois que ma table est décapée. Et c'est plus simple du crossfit, ok, pour se défouler, donc, décaper des tables. Le crossfit, moi, la dernière fois, quand j'en ai fait, je me suis fracturé la cheville avec donc bon. Mais bon, et tu vois, en fait, le fait de voir l'aboutissement de quelque chose qu'on fait, ça a énormément de valeur. Comme toi, quand putain, tu finis, t'arrives à jouer ton truc de piano, enfin de batterie, concret en fait. Et ça, je pense que ça participe aussi au manque de sens. C'est-à-dire que quand tu fais des PowerPoint, on te dit A, on te dit B, on déconstruit ce que t'as fait, voilà. Et il y a un quatrième point, enfin je pourrais t'en faire 50 des points sur la quête de sens, etc. Le quatrième, c'est qu'on tue la curiosité. En fait, on est et là, c'est là que je reviens effectivement sur ce que tu dis, que ça boucle avec ce que tu dis sur les réseaux sociaux. On est dans l'ère où on perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et on est dans une ère où tout va plus vite.
Tu vois, je veux dire, t'es l'infobésité, on te surabonde d'informations dont t'as pas forcément besoin. J'avais oublié ce terme, pas mal. Voilà, tu regardes ce que font tes potes, tu regardes les potes de tes potes parce que tu sais pas comment t'en es arrivé là, mais t'es cliqué sur des photos de mariage, tu te retrouves à regarder des photos, ça arrive à tout le monde, des photos de potes que tu connais pas, que t'es en train de regarder, tu vois, enfin, je veux dire, les algorithmes sont bons. Ah ouais, mais c'est une sorte de perte de temps, tu vois, et avec ce monde de l'entreprise qui se tape avec ça et cette capacité à c'est pas cette capacité, mais cette injonction au faire vite. Tiens, on a commencé en parlant de finances. Il faut gagner du KPI, il faut faire plus vite, plus, etc. Et du coup, on laisse plus le temps aux gens, ne serait-ce que d'être curieux, de se poser des questions. Ah, ça, je rajouterais aussi, toujours avec le problème des algorithmes et de la quête de la surenchère à te faire cliquer sur des trucs qui t'intéressent, du coup il y a un appauvrissement intrinsèque de ce qu'ils appellent le validation bias. C'est ça. Et ça, je crois que ça c'est un point fondamental aussi. Et avec cette vision que tu as de toi-même, en fait, Internet c'est censé t'ouvrir sur le monde. Je veux dire, moi ayant la chance de rencontrer des artistes, à mes voisins en Normandie, au patron, tu vois. Mon algorithme, il est incroyablement riche, on me montre plein de choses. Le problème, c'est que plus tu cliques sur quelque chose, plus on te propose de cette chose-là, et du coup, t'as l'impression que tout est deux choses. T'as l'impression de voir toujours la même chose. T'as l'impression que c'est la réalité, en fait. Et en plus, avec et avec un truc, une binarisation du monde. Parce que, tu vois, autrefois, faudra vérifier. Je me moque pas, je suis pas sûr non plus. Je sais pas, binarisation. Binarisation du monde, c'est-à-dire que, tu vois, quelle que soit la cause, que ce soit ta cause climat, que ce soit ta cause gilet jaune, ta cause LGBT, peu importe, tu vois, quelqu'un poste un article, les commentaires au-dessous, autrefois, ils étaient par ordre chronologique. Tu te rappelles ? Maintenant, c'est par like. Maintenant, c'est par like. Donc, c'est en fonction des émotions générées. Et du coup, pour tous les sujets, maintenant, c'est donc truc environnement, bande de cons, ils nous manipulent, ça va très bien, like, ou les mecs, faut aller à la révolution, faut sauver tout ça, les autres n'ont rien compris, like. Et du coup, t'as l'impression que pour tout sujet, ça existe, tu vois, c'est sujet, oui ou non. Polarisation et tribalisation. Exactement. Ouais. Et ça, c'est hyper dangereux parce que déjà que tu vois ce que t'as envie de voir, après, tu te dis, il y a plus rien entre les deux. Mais le plus rien entre les deux, tu vas le créer si jamais t'as la capacité de lecture, ta capacité de curiosité, ta capacité à lire des trucs que t'as pas envie de lire parce que t'es profondément pas d'accord. Donc réussir à instiller à travers tout ça, c'est le confort intellectuel, être conforté dans ses positions et regarder des choses auxquelles on s'intéresse, c'est bien, mais s'assurer d'avoir une petite dose, sortir de sa zone de confort, y compris de sa zone de confort intellectuelle. Exactement. Ça, on ne le marquera jamais assez. Et pour l'empathie, pour citer le sketch des inconnus sur Jésus, vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Ça marche. Ça parle qu'il y a une génération contre quelqu'un. Il faut que je m'y fasse, je me sens de plus en plus vieux. 31 ans, ma vie est finie. Ça fait pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, ce que j'aurais envie d'ajouter, que ça commence par se connaître soi. Tu vois, et c'est pour ça que aujourd'hui, je parlais de cette notion de société, je vais parler d'une chose aussi, de la notion du temps. Aujourd'hui, en France, on a une notion figée du temps. Tu vois, t'as l'impression que c'est comme ça, un instant T, ça sera comme ça, un instant T plus 1. Tiens, tu te dis, c'est parce que moi je suis aujourd'hui, j'ai l'optimisme, que dans 10 ans j'aurai l'optimisme. Non, j'en sais rien, tu vois. Et il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé avoir l'optimisme, par exemple. En fait, faut bien se dire que la vie, j'en parlais au tout démarrage, c'est une pièce de théâtre, c'est une mélodie, tu choisis ou un pulse de géant. Mais c'est pas parce qu'on en est là aujourd'hui que demain on en sera là. Et au contraire, il se sera passé plein de choses. Rien, tu regardes ce qui se passe en un an, c'est incroyable. Et ça, c'est un des points positifs. Comparé à la génération de nos parents, on pourrait dire, c'est vrai que on s'est quand même pas mal enfermé dans l'idée d'avoir des titres ou de rester dans la même boîte pendant éventuellement on en parlait hier soir, faire toute sa carrière dans une même boîte, c'est un truc qui est devenu inenvisageable, mais en l'espace de quelques années à peine. Mais essayer de voir là-dedans quand même une chance. Exactement. Avoir une vie riche et ne pas se dire que si c'est comme ça à 30-35 piges, t'es bien placé pour savoir que des crises existentielles à 30-35 piges, il y en a énormément. Parce que j'ai fait mes études et j'ai épousé la personne qu'il fallait que j'épouse et j'ai acheté la baraque qu'il fallait que j'achète, etc. Et puis maintenant, je me dis, pourquoi je l'ai fait? Et j'ai suivi un moule
Et c'était même ça que je voulais, en fait. Tu vois, t'as des gens, moi je les vois, les copains, voilà, moi je suis dans la génération 35 maintenant, et je les vois, les copains qui tout d'un coup se mettent à divorcer parce qu'ils disent, mais en fait, d'abord, je voulais être avec sa copine, je voulais pas être avec elle, tu vois. Puis finalement, voilà. J'espère qu'ils lui disent pas. Non, mais ça arrive, tu vois, et puis finalement... j'avais pas trop envie qu'on aménage ensemble, mais finalement, on me mettait un peu la pression, et puis, elle est tombée enceinte. Elle a dû changer d'appart. Non, mais c'est même pas ça, elle a dû changer d'appart. Alors je me lui ai dit, ok, viens à la maison, puis après on a pris un chat, parce que on s'ennuyait un peu, et puis finalement, on a eu un bébé. Et puis, il me dit, et puis je me rends compte qu'en fait, au tout démarrage, j'ai suivi le process pour faire comme les autres. Tu vois, et c'est très difficile de s'individuer, en fait. Par contre, bien se rendre compte qu'on peut, et comme tu dis, il y a moins de déterminisme aujourd'hui dans notre parcours de vie. Je veux dire, on peut l'inventer. Moi, aujourd'hui, tout est possible. Tu vois, c'est Rémi Gaillard qui disait, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Moi, aujourd'hui, je le dis à tout le monde. Je veux dire, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Je veux dire, t'as des influenceuses qui vendent des bitcoins, des influenceuses qui se mettent en photo pour mettre des chaussures, qui vendent des monnaies alternatives. Tu vois, enfin, le monde peut faire n'importe quoi. Pas de problème. Mais bien se dire que arrêtez de se foutre la rate au courbouillon. Je crois que c'est une expression bien normande. Je l'ai apprise il y a 3 ans et j'en suis très fier. Ok, parfait. Tu vois, arrêtez de se dire, faut que j'aille faire des grandes causes aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça commence par un petit pas et d'aller dire bonjour à ton voisin. Tu vois, c'est pas la peine de tout plaquer. Là, on est dans le culte de l'entrepreneuriat, machin. Oh, qu'est-ce que c'est dur d'avoir une boîte. C'est pas le culte qu'on voit. C'est facile d'aller lever des fonds. Tu vois, d'aller spéculer parce que t'as une bonne idée, d'aller lever du pognon, pas trop dur parce qu'on est dans ce capitalisme actuel. Par contre, ça te demande, on en parlait, de l'épreuve de foi quand c'est une cause, etc., mais il n'y a pas une injonction à monter sa start-up aujourd'hui. Il faut sortir de ce truc-là. Tu peux changer. Moi, j'ai plein de gens incroyables qui bossent dans des grands groupes, qui sont en train d'essayer de changer la donne en interne et qui sont en train de monter des échelons parce qu'ils sont récupérés en se disant, putain, lui, il a une vision un peu différente des autres. Ta capacité à monter les échelons dans une boîte, souvent, c'est ta capacité à te conformer au moule. Mais les boîtes, faut qu'elles se réinventent. Alors du coup, on commence à prendre des trublions. On commence à les mettre à part des autres pour qu'ils réfléchissent à la stratégie de la boîte. Parce qu'on se rend compte que les boîtes, elles sont quand même en zone de souffrance. Ça se voit pas forcément d'extérieur. Mais on voit. Du coup, bien se dire qu'en fait, on a bien reboucler avec c'est pour ça moi tout le monde m'attendait sur un livre sur le bonheur mais c'était hors de question, tu vois, je voulais pas faire le bonheur en entreprise. Par contre, bien reboucler avec ses propres talents, tu vois, pour aller se dire voilà, moi mes talents c'est ça et il y en a que j'ai pas. D'ailleurs, moi j'ai pas le GPS. Voilà. Par contre, j'ai la radio. Tu vois, et bien se dire voilà, on est tous imparfaits. Par contre, on a tous des qualités intrinsèques et on n'y peut rien. Je veux dire, tu t'as pas choisi d'avoir je suis la pire chanteuse au monde. Tiens, je ne sais pas chanter. On en parlera après. Alors vraiment, c'est terrible, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Je veux dire, je passe mon temps à chantonner et puis je passe mon temps à voir des gens mettre des écouteurs, quoi. Voilà, sauf que vous avez fait. Mais tu vois ce que je veux dire? T'as des trucs, tu les as, alors tu peux les travailler, mais ça te demandera beaucoup plus de courbes de progression que d'autres qui les ont aussi un peu plus naturellement. Et en fait, tout ça, arrêter cette fausse modestie aussi, de se dire, parce que j'étais pas bon en maths, il y a un prof qui m'a dit que j'étais pas bon à l'école, j'ai l'impression que je vais servir à rien, et en plus j'ai pas monté ma boîte, alors là je fais pas grand chose. Attends, peut-être que tu changes bien plus les choses en étant simplement toi-même dans ta grosse structure par le simple fait de mettre un peu de bienveillance mais en étant sincère en fait. Tiens. Donc vraiment ce que je veux dire c'est que la vie n'est pas figée, valoriser ce qu'on fait à un instant T, pas la peine de changer de vie, voilà. Tout bazarder. Et pas la peine de tout bazarder. Vraiment. Entre le fait d'être en CDI à Paris et de tout plaquer pour aller vivre au Laos, il y a un monde. Exactement. Exactement. Si vous voulez le faire, faites-le. Oui, bien vous en face. Mais ne postez pas systématiquement sur Instagram. Ça voudrait dire que vous n'êtes peut-être pas si déconnecté que ça. Et dites-vous bien, en fait, valoriser l'actuel. Tu vois, moi, j'ai plus de CDI. De temps en temps, je me dis, si j'avais un CDI, je passerais ma vie à bouquiner. Je veux dire, j'irais au taf de 9h à 17h et puis je passerais ma vie à bouquiner, tu vois. Et là, j'ai moins de temps pour bouquiner. Et j'adore ça, pour moi ça me nourrit, donc voilà, tu vois, faut valoriser chaque instant de vie, prendre la décision de se dire aujourd'hui je change pas, mais c'est pas dit que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je rencontre pas la personne qui fera qu'on se montrera un projet ensemble et tout va bien. Tiens, ôter ce déterminisme au temps.
et se foutre la paix aussi, et valoriser un peu qui on est. C'est pas parce qu'on veut monter une petite entreprise qu'on est obligé de vouloir forcément devenir le nouveau Mark Zuckerberg. Voilà, il y a tout un spectre. Exactement. Des petites choses, effectivement, commencer par faire du bien autour de soi, la responsabilité individuelle, plutôt que d'aller gueuler en permanence sur les réseaux sociaux pour se plaindre du monde, de la société, des politiques, etc. Si chacun balayait un peu devant sa porte. C'est ça. T'as de bonnes choses à nous dire par rapport à ton nouveau bouquin? Ah ouais, je suis hyper contente. Donc ça s'appelle Oser être soi. Je n'ai pas de même à la maison, mais je l'aurai bientôt. Et tu l'auras pas celui-là parce que c'est mon dernier. Il est complètement en rupture de stock dans beaucoup de points de vente. Bah, j'ai vu ça. Donc c'est incroyable. Félicitations pour le carton, d'autant que c'est difficile comme milieu. C'est incroyable. Il ne vaut que 5,95. Pour moi, c'était très important d'avoir un petit prix inclusif, que tout le monde puisse le lire. Je parle un peu de moi. Alors, vous verrez, il y a finalement l'interview qu'on a faite là ensemble. Ça rejoint plutôt ce livre-là que Oser l'optimisme. Spoiler. Voilà, okay. on a pas mal spoilé. Mais je re-questionne en fait nos moules, notre moule sociétal, notre moule éducatif. Je sais pas quand est-ce qu'on dit éducationnel, faut que je cherche ça. Je crois que personne ne sait vraiment. Ouais. Faut que je vérifie. Je questionne en fait tous ces moules dans lesquels on nous a mis en fait. Pour aller chercher qu'est-ce que c'est que réussir. Là, la vraie question que tu pourrais demander, c'est quoi pour toi la réussite? Oui. Enfin, ta première question de tes intérieurs, là, t'as encore... je pense que tu vas encore tes interlocuteurs un peu plus. Non, mais en revanche, dernière question, ça peut être pas mal. Souvent, voilà. Ouais. La dernière, ça compte aussi. Voilà. Et du coup... Donc, on peut le trouver... Où est-ce qu'on peut le trouver? Partout. Fnac, Amazon. Sur notre site web aussi, on a un l'optimisme.shop. Tu mettras les liens? Je mettrai tous les liens. Voilà. Je voulais dire, est-ce qu'il y avait... Alors, je te demandais s'il y avait un dernier message que tu voulais faire passer particulièrement. Donc, tu nous as dit, effectivement, penser dans le temps, en 4 dimensions, rien n'est figé. Et deuxièmement, on a le droit de faire des petits pas, on n'est pas obligé de tout vouloir révolutionner. Exactement. Et ça, c'était pour savoir si tu avais un dernier message à faire passer. Ensuite, concernant un petit peu tes activités, donc non seulement ce qu'on peut trouver, là on peut trouver ton travail, donc ces 2 bouquins, Oser l'optimisme et Oser être soi-même au travail, important. Et c'est marrant de voir que si ça se vend aussi bien, c'est que ce simple titre doit parler à beaucoup de gens. Incroyable. Et c'est quand même assez fou d'en arriver à un stade où la notion d'être soi au travail, mon Dieu. Bah, t'as beaucoup de gens qui vivent une sorte de schizophrénie. Moi, j'ai des copains, c'est les mecs, enfin, je veux dire, si c'est mes potes, c'est les mecs adorables, tu vois. Tu vois, de base. Formidable. Voilà, des mecs formidables. Voilà, enfin, si un de mes potes arrive jusque là dans les vidéos au bout d'1h17. Ils sont patients. Et tu sais, c'est amusant, parce que ça rejoint ce que tu me disais, depuis que j'ai commencé à faire ces podcasts, la critique principale que j'ai est tes interviews sont top, mais bon, une conversation d'1h30, 2 heures, faut vouloir s'asseoir devant quand même, quoi. Faut vouloir écouter. Et ce à quoi je réponds, que parmi les podcasts qui cartonnent le plus au monde, par exemple, t'as le podcast de Joe Rogan, qui est aux États-Unis, qui c'est des conversations qui parfois durent 3h30, 4 heures. Et en France, t'as Thinkerview aussi. Je sais que je suis allé vérifier quand on m'a fait la critique. Je suis allé sur Thinkerview pour voir. Moi, j'ai regardé 2 heures, 2h30, 3 heures. Donc, faut pas dire. Il y a une vraie demande. Maintenant, important d'avoir le format audio, effectivement, parce que tout le monde n'a pas envie de regarder une vidéo pendant ce temps-là. Et je ferai aussi faut que je prenne un peu plus de pause comme ça. Mais toi, Catherine, concrètement. Donc, je vais te répondre. Ton activité, enfin, si on veut s'intéresser à ton travail, ça commence par ces 2 bouquins. Alors ça commence par ces 2 livres. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, mais alors je comprends pas, tu fais quoi dans la vie? Parce que on a tellement l'habitude des étiquettes, en fait, un peu binaires, je suis ça chez machin. Moi, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Donc effectivement, il y a ces 2 livres. Qu'on peut commencer à lire. On peut m'entendre une fois toutes les 2 semaines à peu près dans la France Bouge sur Europe 1. Ok. Sinon, on entend les autres copains. C'est quel jour? Tous les jours. Tous les jours. Entre midi et 2h, mais alors tu vois, on est une petite troupe de coachs, voilà, c'est en fonction des jours. On a créé un club d'entreprise. En fait, moi je fais beaucoup de conférences aujourd'hui sur l'engagement. En fait, sur l'optimisme en entreprise, en disant un peu ce qu'on a raconté ici, en allant le dire dans des entreprises, pour que les gens s'ouvrent un peu, en fait, pour ouvrir un peu le regard, pour inspirer un petit peu, et se dire, et revaloriser chacun, en fait.
Tu vois, donc je fais beaucoup de conférences en entreprise. C'est possible que des gens qui regardent la vidéo m'aient vu en conférence chez eux, en fait. Et on a aussi un club d'entreprise, en fait, qui est vraiment le réseau professionnel où on va réfléchir à qu'est-ce que l'optimisme en entreprise, le bien-être, la QVT, etc., etc. Mais on organise des conférences, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment très volet pro. J'avais dit que je poserais plus trop de questions, mais finalement, je suis quand même obligé de rebondir. Est-ce que les entreprises, est-ce que tu vois, au-delà même de la cosmétique et dire, tenez, on vous a pris une intervenante pour vous faire une conférence sur le bien-être et l'engagement, tout un tas d'autres thématiques, est-ce que l'idée même que un employé qui se sent bien dans sa boîte, qui se sent valorisé, est un employé qui est fidélisé, qui bossera bien, moins de turnover, ces choses-là, est-ce que c'est un message qui passe? Alors moi je refuse de faire du bonheur en KPI. N'empêche qu'il faut que tu parles le même langage. Mais moi je m'y refuse en fait. Le truc c'est que vu qu'on a un volet média, on reçoit toutes les études sur le bonheur. Ok. Toutes. Je veux dire qu'elles soient commanditées par un centre de recherche, qu'elles soient commanditées par une marque, qu'elles soient commanditées par, quelle qu'elle soit. Moi, ça fait 3 ans que je passe mon temps à recevoir toutes ces études sur un salarié heureux et plus engagé, un salarié heureux et plus créatif, il est moins malade, etc. Et à chaque fois, tu mets des petits chiffres en face tu poses tes chiffres, personne va les vérifier, personne ne lit l'étude, et puis boum, ça traverse Internet, un salarié heureux et plus productif. 150% des salariés qui sont allés à une de mes conférences ont triplé le chiffre d'affaires de leur boîte. Voilà, croyez-moi sans parole. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun chiffre qui est le même. Et surtout qu'en fait, la limite de toutes ces études, et c'est pour ça que j'en parle un peu dans le deuxième livre, c'est qu'en fait, si ça va pas chez toi, je veux dire, on s'arrête au monde pro. Mais je veux dire, Hugo, il a Cunégonde, elle a la... On l'a glissé! Cunégonde, elle a la casquette maman, la casquette femme, la casquette amante, la casquette pote, la casquette... Et je veux dire, de temps en temps, t'as 5 casquettes qui vont pas, et au travail, ça va pas aller non plus. Tu vois? Et en fait, toutes ces études, elles sont complètement biaisées parce que, en fait, le salarié heureux, ça dépend aussi de sa vie spirituelle. Ça dépend aussi de sa vie perso. Et en fait, du coup, tout ça, pour moi, à peu de choses près, ça fonctionne pas. Et à un moment donné, je me suis dit, soit je fais le bullshit, tu vois, je m'amuse à marquer tous les chiffres qui n'ont aucun rapport, en fait, ça n'a pas de valeur. En fait, là, on est en train de théoriser le bon sens. Tu vois ce que je veux dire en disant, bien sûr qu'un salarié heureux, il a envie de venir à son job. Je veux dire, bien sûr qu'il est moins malade, bien sûr qu'il est moins feignasse, mais c'est logique. Plus tu donnes une cause aux gens, regarde le milieu associatif, t'as des gens qui bossent comme des malades pour pas être payés parce qu'ils portent une cause. Je veux dire, le monde de l'entreprise, on va vaguement regarder le monde. Nous on est très associés. On est aussi, personnellement, on est tous dans l'équipe associée à des assos, en fait, parce on se donne, tu vois. Et du coup, toutes ces études, pour moi, ça a pas valeur parce que on est en train de théoriser le bon sens avec des chiffres que personne ne regarde. Puis nous, on a énormément de data. On hésite à les sortir nos chiffres, mais comme ils vont tellement à l'encontre de tous les autres, parce que nous, on s'est intéressé aux facteurs, aux composantes personnelles. Je veux dire, est-ce que si t'as vécu une rupture, je veux dire, tu peux pleurer pendant des heures dans ton bureau, c'est pas la faute de ton voisin. Et ton voisin, tout d'un coup, tu vas recréer de l'empathie avec lui. Tu sais, toutes les relations de cause à effet sont tellement curieuses que pour moi, toutes ces études sont débiles. Et surtout, je trouve que c'est manipuler profondément les gens. Tu vois, du coup, on va te rendre heureux. Et t'as des gens qui hésitent pas, faut être clair. On va rendre heureux parce que ça va augmenter la productivité des salariés. Bon, c'est clairement le message qui est assumé, affiché. Moi, vraiment, je m'y refuse. Tu vois, parce que c'est une conséquence indirecte. Ok. Par contre, moi, mon interlocuteur, je veux qu'il ait juste envie de donner un peu de trucs à ses salariés pour qu'ils aient envie. Et il y en a. Tu vois, c'est pas parce que t'es un DRH ou que tu sais que t'as besoin de fidéliser tes collaborateurs. Je veux dire, en entreprise, je parle comme on a papoté ici. Donc, ils savent ce qu'ils vont avoir, entre guillemets. Ils savent que, je vais parler de tout un tas de sujets. Par contre, les gens, ils vont être contents de rentrer chez eux. Ils vont avoir appris des trucs. Ils vont se dire, moi aussi, je suis quelqu'un. Moi aussi, je suis important. Et ça a été mon message. Et moi, je m'adresse aux gens. Je m'adresse faut que j'arrête de dire gens, mais ça vient de rente en espagnol, ça vient de people. Je m'adresse
Faut que j'arrête avec ce jeu de mots, il fait jamais rire. Faut que j'arrête. Si, ça marche, hein. Et du coup, donc j'ai pas envie de lier KPI à ça. Je sais qu'il faut le faire, mais moi je m'adresse pas à un DAF. Je veux dire, le mec qui est en interne, bah oui, il va utiliser ces éléments qu'il a envie de s'intéresser en se disant, bah ouais, faut que je débloque un petit budget pour la faire venir, alors je vais expliquer que je vais gagner en turnover, machin. Mais non, mais si tu dis que, en plus, c'est clair, l'optimisme marche, et tu dis que ça marche alors que tu te refuses à le faire, c'est que ça peut marcher sans le faire. Donc on n'est pas obligé de parler forcément ce langage, de caresser trop dans le sens du poil avec tous les codes corporate. Ouais. On l'a eu fait, hein, nous, à un moment donné, comme tout le monde me disait qu'il fallait le faire, on l'a eu fait, mais en fait, c'est pas ça notre essence. Je veux dire, moi, je veux pas faire du pognon, tu vois, c'est pas mon enjeu, en fait. Moi, ce que je veux faire, c'est rencontrer des gens, planter des graines de curiosité dans la tête des gens. Tu vois, je parle beaucoup de digital, vu que développement durable plus digital, tu sais, j'ai quand même, j'ai des gros sujets, tu vois, mais je m'en suis pas rendu compte, c'est mon parcours qui a fait ça. Bah ouais, du coup, je vois qu'on peut créer le pire comme on peut créer le meilleur, que ça dépend des gens, que ça dépend de la capacité des gens à s'interroger, etc. Donc moi, mon message, il est pas tant sur le bonheur, il est plutôt sur c'est quoi notre optimisme sociétal. Donc bah ouais, les gens ils adorent les confins. Je veux dire, c'est puis ils s'attendent parmi des vieux mecs, t'as une jeune qui je dirais pas qui casse plein de codes, mais quand même, tu vois, je suis pas le prototype de la meuf bien dans le moule, machin, etc. Donc ça généralement ça plaît, du coup c'est pour ça on m'appelle quand même assez souvent là-dessus. Est-ce qu'il y a des événements prévus, soit des événements publics ou alors pour toi les prochains, donc je suis en train d'écrire mon 3e livre. Tu peux nous en dire un peu? Là, je peux pas trop parce qu'il est pas, il s'écrit surtout dans ma tête actuellement. Est-ce qu'il sera traduit en arabe? C'est vrai, oui. C'est incroyable ce truc, vraiment, et quand je vous dis que la vie elle est pleine de surprises, enfin, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que, en fait, quand tu disais tout à l'heure, est-ce que l'optimisme ça te dépasse? Bah ouais, ça me dépasse. Tu sais, de temps en temps, la dernière fois, j'ai un mec qui fait partie d'un comex au Luxembourg d'une boîte française. Il me dit, notre PDG nous a offert votre livre. Mais osez l'optimisme, le petit livre naïf, etc., etc. Et tu te rends compte qu'en fait, à un moment donné, quand tu portes une cause, et quelle qu'elle soit, c'est les autres qui la portent avec toi. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. Et en fait, on peut pas tout envisager quand on fait un parcours entrepreneurial, quand on s'engage pour une cause. Sincèrement, moi, pour reprendre l'expression de mon ancien coloc, qui est pas très élégante, et pendant longtemps, j'ai eu l'impression de pisser dans un violon. Je sais pas, j'avais jamais entendu cette expression, mais depuis qu'il me l'a dit, je la trouve affreuse, mais marrante. J'aime bien la mettre au goût du jour et parler du fait de pisser dans des violons digitaux. Ah oui, c'est ça, tu vois. Et moi, je suis très très éloignée de Twitter. T'as beaucoup évoqué Twitter. Je pense que ça m'a préservé d'être éloignée de Twitter. Donc pendant très longtemps je me suis dit on comprenait pas que le développement durable c'était tout le monde, on comprenait pas que le digital ça impactait tout le monde et que ça impactait profondément notre société, mais même philosophiquement en fait, je comprenais pas pourquoi on parlait en silo, et quand je suis partie sur l'optimisme, pour moi ça a été un chapeau. L'optimisme, tu mets tout dans la santé, l'éducation, et tu décloisonnes ta société. Tu vois, moi au quotidien, je rencontre des gens incroyables. C'est incroyable de rencontrer. Tu vois, c'est ma vision du monde, effectivement. Elle s'oppose en fait. C'est de temps en temps, je vois le pire, hein, parce que j'interviens dans des trucs politiques, dans des machins. Vraiment, je vois le pire du pire, hein, et je vois de la souffrance, etc. Et puis derrière, je vois cette lumière. Ces gens, ces étincelles qui ont envie d'y aller. Donc c'est pour ces deux-là que vient mon optimisme. Parce que là, tout ce qu'on a raconté, je crois que c'est pas très très optimiste, en fait. Non, mais il y a un temps pour poser le diagnostic. L'idée de fond de tout ça est de dire, il s'agit pas d'être naïf, il y a un temps pour poser le bon diagnostic, étant pragmatique, étant réaliste. Mais une fois que le diagnostic est posé, ça sert à rien, comme tu disais, de tourner en rond. Ça va mal, ça va mal aller. Une fois qu'on a posé le diagnostic et qu'on a formulé une solution, en tout cas une marche à suivre, on s'y tient avec le sourire aux lèvres. C'est ça, et avec cette notion du temps, où franchement, moi il y a des trucs sur ma to-do qui datent de 4 ans. Répondre à 75 000 mails. Là, tout à l'heure, Alexia m'a montré sa to-do, hier elle me dit qu'elle a enlevé 4 trucs, mais des trucs qu'on a depuis 2 ans. Et en fait, être à l'aise avec cette notion du temps, qu'en fait à un moment donné, si on a la vraie cause, et c'est pour ça que tu vois, je parlais de cette notion de cause, c'est quelle est ta cause. En fait, une fois qu'on a bien identifié sa cause, voilà, on a de la résilience, on se dit ça va prendre des comment ça s'appelle, des chemins un peu complexes, des parfois curieux. Voilà.
Visiblement, on va parler d'optimisme. Voilà. Mais c'est incroyable, en fait. Et d'avoir aussi suffisamment cette notion de distance et de recul, parce que quand on porte un projet, alors je sais pas qui regarde, en fait, donc c'est, voilà, mais toute personne porte un projet, hein. Je veux dire que ce soit que tu fasses grandir un enfant, que ce soit, enfin, que t'accompagnes un enfant à grandir, c'est pas la même chose. Que ce soit le fait de monter une boîte, que ce soit le fait de changer un système en interne, tu vois, ou le fait de peindre et d'avoir envie de vendre ses toiles, tu vois. D'avoir ce recul par rapport à ça c'est le projet, par contre c'est pas toi, tu vois, et de garder du temps pour sa vie spirituelle, pour sa vie perso, pour tout ça. Moi à un moment donné vraiment je me suis un peu perdue, tu vois, dans tout ça, mais c'est parce que toi t'es bien avec toi-même que t'arrives à donner aux autres, tu vois, c'est une sorte de coupe qui rejaillit, mais si toi tu te vides en fait, tu vois, t'as plus rien, tu te fatigues, tu t'épuises, et c'est pour ça qu'on parlait des flux. Tu fais, vraiment que tu sais. Physique, financier, énergétique, spirituel. Exactement. C'est ça. Et en fait, tous les flux finalement sont indispensables en fait pour être qui tu es à un instant T, pour pouvoir porter ton engagement. Parce que porter un engagement, c'est fatigant. Voilà. Il faut le savoir. Mais le jeu en vaut la chandelle. Exactement. Et ouais, c'est ça. C'est que ça. Pour rien au monde, par exemple, je reviendrai dans mon ancienne boîte que j'ai adoré. J'ai adoré mes anciens métiers. J'ai adoré mes anciens collègues, mes anciens patrons. Mais c'est tellement plus. De toute évidence, t'as bien fait de prendre cette initiative. Aujourd'hui, voilà. Mais demain. Demain, il y aura peut-être d'autres choses à faire. Alors justement, demain, 3e bouquin. On n'en sait pas plus. Je continue à me suivre beaucoup sur LinkedIn. Moi, c'est mon réseau. Ok. Parce que c'est là que j'ai commencé à parler. Et LinkedIn, t'as 2000 mots, donc ça marche mieux. Ok. C'est mieux que 280 sigles sur Twitter. 240 caractères sur Twitter, c'est mieux, tu vois. Parce que je suis une bavarde, donc c'est vraiment là que je communique. Je fais des conférences. On a commencé à faire un tour de France de l'optimisme en ouvrant des événements avec 2 finalités, donner une petite conférence locale en fait et aller interviewer des gens sur le territoire. Moi je pense que la France va changer par le territoire, par ce lien territorial. On parle du digital et alors après c'est peut-être juste ma vision de l'esprit, mais plus on met de l'énergie dans du digital, moins on en met dans du réel. Et le réel, c'est quand même, je veux dire, le digital, il suffit de couper l'électricité, il se passe plus rien. En dernière instance, il faut boire de l'eau potable et bouffer de la nourriture comestible. C'est ça. Et du coup, je crois beaucoup vraiment au territoire demain pour aussi cette capacité de fédération. Tu vois, dans le territoire. Je crois que j'ai dit 1000 fois tu vois dans cette vidéo. J'ai un tic verbal du moment. Alors, ça ne m'a pas du tout frappé. Ok, voilà. Et effectivement, c'est vrai que c'est un exercice qui permet de se rendre compte de tous ces tocs de langage. Grâce à ça, j'ai arrêté de faire ça. C'est incroyable. On va finir l'interview comme ça. C'est incroyable. J'ai le mot incroyable aussi, qui est un tic verbal du moment. Mais je l'aime bien celui-là. Ça tu vois. En fait, je crois beaucoup à la fédération des énergies. Je crois profondément que sans l'autre, on n'est pas... On est quelqu'un, on est notre personnage, on est le seul à vivre notre vie déjà. Les autres peuvent pas préjuger de ce qui est bon ou pas pour nous, parce que souvent on dit moi quand j'ai quitté mon ancien job, mais comment ça, tu travaillais dans l'Upper East Side, mais comment ça, tu vas plus avoir de job, mais il faudrait te marier avant, il faudrait avoir des enfants, tu sais, puis quand t'as des enfants, non mais attends, t'as des enfants, bon bref, tu vois, les gens ils ont toujours leurs avis par rapport à toi, avec beaucoup de bienveillance, en plus c'est des gens qui t'aiment, mais en fait, il faut bien être conscient, on est le seul à vivre ce parcours de vie. Je veux dire, on est le seul à se connaître. Et encore, de temps en temps, c'est complexe de savoir ce qu'on... C'est dur de se connaître. C'est hyper dur, tu vois. Mais, je dis, tu vois, c'est hyper... Tu te connais de mieux en mieux. C'est hyper dur de se connaître. Mais en fait, de s'interroger, on est le seul à avoir la capacité de s'interroger par rapport à son propre parcours. On est le seul à faire son pulse. T'as des gens qui nous donnent des bouts du pulse. Ça me perturbe depuis le début, tu dis pulse au lieu de puzzle. Puzzle. Ah oui, alors, pareil. Est-ce que j'ai le droit de dans la description, de dire, est une créatrice, monteuse, assembleuse de pulse. Bien sûr. Je pourrais mettre ça. Bien sûr, j'adore. Alors, peut-être que, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque bouquin, je change de métaphore de vie. Il y a une pote qui m'a un jour je continue à bavarder. Ça c'est l'histoire de ma vie, je continue à bavarder. Il y a une copine qui est dessinatrice.
qui m'a demandé si ta vie était une métaphore, quelle serait-elle? Et j'adore cette question, c'est pour ça que du coup j'en ai eu 3 depuis qu'elle m'a posé cette question. Par exemple, il y a quelqu'un qui disait pour moi j'ai l'impression de rebondir sur un trampoline. Tu sais, je monte, je descends. Donc si je le dessinais, ma vie ça serait un trampoline. Un autre pote qui a dit tu vois, c'est comme ces jeux quand t'es gamin, t'as des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, et seulement à la fin de comment ça s'appelle? De quand t'as relié les petits parcours, que tu vois la figure. Moi j'ai eu la pièce de théâtre, puis la mélodie. Et maintenant là j'en suis puzzle. Voilà, puzzle, j'en suis au puzzle. Mais c'est hyper intéressant comme question. D'ailleurs, il faut que vous nous disiez quelle est comme ça on saura qui a été jusque là. Mais faut que je commence à faire des jeux concours, effectivement. À quel moment précis de la vidéo a-t-elle dit ça? Ah, ce serait pas mal, ça. Non, c'est surtout pour vous, quelle serait votre métaphore? Et je vais garder cette question en tête. C'est intéressant, je trouve. Hein. Elle est excellente. Est-ce que tu nous as dit... Non, mais pas forcément. Non, mais c'est déjà pas mal. Ça fait pas mal d'informations. Je pense que ça fait 1h34. 1h34. Ok, bon, il nous reste encore 25 minutes. Non, je plaisante. Non, mais et tu vois, on est dans l'ère de l'immédiateté et je trouve ça intéressant de prendre le temps. Parce que tu ne comprends pas quelqu'un, moi je comprends pas les gens qui font des rendez-vous d'1 quart d'heure pour rencontrer l'autre. C'est ciblé, tu prends la température, mais effectivement, comme je te disais après toutes les remarques qu'on m'a faites, ça me semble capital. En fait, tout simplement, s'il fallait que je divise par 2 le temps de ces interviews, je ne les ferais pas. J'ai pas envie. Là, c'est exactement. Voilà. Et il s'avère que naturellement, oui, le temps que ça dure, c'est à peu près ce format-là. 1h35, entre 1h30 et 2h. Faire preuve de curiosité, faire preuve d'un peu de patience, empathie, remettra quelques mots-clés quand même dans la description. Notion du temps. Poids de la norme. Mot compte triple. Sinon, on s'amuse à faire des... Distribution de molécules de bonheur. Voilà. On s'amuse à faire des... Il nous restait des lettres qu'on savait pas placer et du coup on a fait ose et raison. Voilà. Audace et envie en fait. Et ne pas laisser nos passions devenir des passe-temps. Enfin, ou du moins leur donner de la valeur. C'est pas, on ne passe pas le temps avec une passion. Tu vois, on le sublime, mais on le passe pas. J'aime bien ce mot sublimer. Amen to that. Amen. Ouais. Catherine Testa. Oui. Vous avez été formidable. Merci de ton accueil. Merci à toi d'être venu. Hein. Et à très bientôt. À très vite.